Donc ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est un peu pas un bilan, mais une sorte de bilan de ce que j'essaie de faire dans ce domaine-là depuis 25 ans déjà maintenant. Ça remonte au moins à 25 ans. En 1998, pour la première fois, je suis parti guider en Pologne, sur presque, on va dire, un concours de circonstances. L'écolier venait, faisait le voyage tous les 2 ans, et puis il leur manquait un guide, ou il y a un guide quelques jours avant qui a dit « je ne peux pas partir ». Et donc mon ami, qui n'est pas là, non, il n'est pas là, ça va, alors je peux le dire, mon ami Gérard Soufir m'a appelé, il m'a dit « bon alors, c'est toi qui pars ». Je lui ai dit « mais Gérard, t'as craqué ou quoi ?» Moi, j'étais jamais parti en Pologne, même pas en tant que jeune étudiant ou jeune lycéen. Il m'a dit « non mais c'est bon, tu maîtrises le truc, ça va le faire ». Pour ceux qui connaissent le style du gars. Voilà, donc je suis parti avec un autre ami qui s'appelle Uriel Feinerman, qui est, à mon humble avis, ça aussi je peux le dire puisqu'il n'est pas là, sûrement le meilleur guide en Israël, Bichlal, pas que francophone, et un des meilleurs sur le sujet de la Shoah, un de mes amis qui est devenu un de mes maîtres, comme Shlomo Balzan par exemple. Et donc en fait pendant toutes ces années-là, on a guidé tous ensemble vraiment des milliers de gens, des jeunes, des moins jeunes, des juifs, des non-juifs, peut-être même des antisionistes. Moi, ça m'arrive au moins une fois de guider, on va dire, des musulmans français de Jussieu. C'est moyen comme expérience. Je ne suis pas sûr que je le referai un jour. En tout cas, c'était pas dangereux, mais bon, j'en ai pris plein la figure ce jour-là, mais c'est pas grave. Et en fait, avec les années, on a essayé ensemble, en tout cas avec quelques collègues, de créer une sorte de thèse, enfin pas de thèse, mais on va dire de grands principes, non pas tellement sur la mémoire de la Shoah, mais surtout sur l'enseignement de la Shoah. C'est-à-dire que toute notre idée n'est pas forcément de se souvenir pour se souvenir, c'est d'ailleurs une des questions de savoir pourquoi il faut se souvenir, mais c'est surtout de comment le transmettre et de pourquoi le transmettre. Alors très souvent on pose la question, mais pourquoi, comment tu fais pour... Alors je ne le fais plus tellement d'ailleurs, depuis ces 10 dernières années je l'ai beaucoup moins fait, mais comment tu faisais à l'époque pour partir 4-5 fois par an en Pologne ou pour être toutes les semaines à Yad Vashem? Et la réponse, en fait, elle est très simple. C'est pas le sujet qu'on aborde lorsqu'on va à Yad Vashem qui est important ou le fait d'aller en Pologne qui est important. Ce qui est important, c'est de rencontrer le maximum de gens et de transmettre ce qu'on a à transmettre. Et donc, la première question qu'il faut se poser lorsqu'on rentre dans le Yom HaShoah, c'est de savoir pourquoi, en fait. Savoir pourquoi c'est tellement important. Alors, il y a des réponses, oui, c'est écrit dans la Torah, Zachor, il faut se souvenir d'Amalek, c'est important de se rappeler des 6 millions. Tout ça, c'est vrai, évidemment, c'est des réponses un peu faciles, je dirais, presque faciles. Surtout que parfois, on peut arriver dans des situations un peu compliquées même par rapport à ça, parce que quand on se dit se souvenir, c'est bien joli, mais parfois on fait des exercices où on essaie de se souvenir avec des groupes, et le résultat, parfois, peut être pas terrible, voire choquant, mais ça aussi, j'expliquerai dans quelques minutes. Mais c'est très important de se poser la question de savoir pourquoi, au moins une fois dans sa vie. C'est un peu comme la question de savoir pourquoi on croit en Dieu. On peut croire en Dieu parce qu'on nous a dit un jour de croire en Dieu, puis jusqu'au moment où un jour dans ta vie tu vas te poser la question, et c'est mieux, ça pourrait être mieux d'avoir une réponse. Alors, si c'est pour pleurer, ça peut le faire aussi, hein, il y en a qui aiment pleurer, il y en a qui aiment ça. Mais on va dire que l'immense majorité des gens, ce n'est pas forcément ce qu'ils ont en tête, et chez les jeunes, alors encore moins. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, alors encore plus aujourd'hui avec tout ce qu'il y a dans les téléphones, ils n'ont pas trop besoin de ça, et même plus que ça, parce que si c'est pour pleurer, les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de mal à pleurer. Comme ils voient tout en fait sur cette chose-là, tout ce qui est possible et imaginable, bah forcément pour arriver un peu à les toucher, on va dire, c'est beaucoup plus difficile. Puisqu'ils ont tout vu, et quand ils n'ont pas vu, ils ont joué avec des consoles à des jeux que vous ne pouvez même pas vous imaginer, hein, sur les nazis qui font plein de choses, etc. Il y a même des jeux comme ça aujourd'hui qui existent. Alors pour essayer on va dire de donner une première réponse, si ça marche, ça sera mieux. Alors il y a ce qu'on appelle les grands classiques, qui ont tenté également de donner des réponses. Alors dans les grands classiques, vous avez ici 2 très grands classiques. Hein. On va commencer d'Afka par celui de gauche, qui est, on va dire, dans les best-sellers, comme vous le savez, de l'histoire de la Shoah. Il y a aujourd'hui, on va dire... Ça va, Kol Beseder. Kol Beseder. J'ai mis un... Tout va bien.
Il y a 2-3 best-sellers, comme vous le savez, sur l'histoire de la Shoah. Un, c'est le journal d'Anne Frank. Le deuxième, c'est le livre de Primo Levi, etc., etc. Primo Levi, comme vous le savez, est un juif italien qui a été déporté à Auschwitz, qui a survécu et qui s'est suicidé. Il y a à peu près maintenant presque 50 ans. A priori, d'après ce qu'il a écrit avant de mourir, parce qu'il avait peur d'être ce qu'on appelle le dernier survivant. Il avait peur d'avoir sur lui la responsabilité de la transmission. Alors forcément, il savait qu'il n'était pas le dernier, mais il avait déjà peur à l'époque d'avoir ça sur lui, et donc il a décidé de mettre fin à ses jours. Et dans ce poème très très connu, forcément qui ouvre en fait son livre de Si c'est un homme, il écrit dans la deuxième partie du poème « N'oubliez pas que cela fut, non n'oubliez pas. Gravez ces paroles dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-le à vos enfants, etc. etc. » Et en fait, ce que fait Primo Levi, il dit « Et si vous ne le faites pas, ben alors il y aura la maladie, etc. » Ce genre de choses. Alors forcément, ça nous rappelle, lorsqu'on connaît au moins un texte dans le judaïsme, on peut en connaître plusieurs, mais si on connaît au moins un, le texte du Shema Israël qui parle exactement de ça, et il est évident qu'il s'est inspiré du premier paragraphe du schéma pour dire qu'il fallait encore répéter, etc., etc. Maintenant, la nuance, on va dire au moins dans le texte de Primo Levi, et qui est évidente encore plus dans le texte du schéma, c'est que déjà, le schéma Israël en termes d'éducation est quelque chose qui est incroyable dans ce texte-là. C'est-à-dire que déjà, on va dire, Dieu, avec Moïse qui écrit sous la main de Dieu, comprend que pour intéresser les gens, c'est pas que tu viens faire des conférences ou tu prends un parapluie dans un musée en disant suivez le guide, où tout le monde va te suivre, où tout le monde va t'écouter, ou tu rentres dans une classe, tu dis bonjour, tout le monde se met au garde à vous et t'écoute. Ce qui est écrit ici, c'est clair, c'est quand tu te couches, quand tu te lèves, quand tu vas chez toi, quand tu es dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, tous les moyens sont bons. Et ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser lorsqu'on enseigne la Shoah. Est-ce que tous les moyens sont bons ? Alors, si aujourd'hui vous vous retrouviez avec des plus jeunes encore qu'eux, vous comprendriez que aujourd'hui c'est très compliqué parfois d'être dans ces ambiances-là. Quand vous arrivez à Auschwitz et que vous avez tout le monde, c'est pas que les jeunes, les moins jeunes avec des téléphones, des selfies, pas des selfies, on filme pas, les oreillettes, pas les oreillettes, les mecs qui ont des écouteurs mais qui se rendent même pas compte qu'ils ont des écouteurs parce qu'ils ont tout le temps des écouteurs pour répondre au téléphone. C'est des petits détails comme ça qui font que dans la vie de tous les jours, on aime ou on n'aime pas, mais lorsqu'on se retrouve face à ce sujet et qu'on essaie de l'enseigner, on peut parfois penser que non, il ne faut pas faire ça, mais quelque part, et c'est un peu aussi ma vision à moi, c'est que finalement, au bout du compte, d'après moi, il faut être très 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 pragmatique, surtout avec la jeune génération. Si on vient en essayant de donner des conseils, de savoir fais comme ci, fais comme ça, enlève tes oreillettes, ne fais pas de selfie à Auschwitz, etc., tu peux te lever tôt, tu n'arriveras à rien finalement, parce que tu ne peux pas tout seul combattre ce genre de phénomène, et que c'est le phénomène du temps. Et quelque part, il me semble que le schéma Israël avait prévu ça, en disant que c'est tout le temps, en fait, dans la maison, en te couchant, que dans toutes les façons de faire, en fait, c'est pas dans une classe ou dans une synagogue que tu dois enseigner telle ou telle chose. Et forcément, Primo Levi, quelque part, également, a compris cela également. Certes, il a écrit un livre bien ordonné, dans la bibliothèque, qui est dans la bibliothèque de tout le monde, mais dans le principe, je pense qu'il avait également compris, en tout cas, comment faire pour ça. Alors, une des possibilités, justement, d'accrocher le public, c'est d'être à la mode, même si ça... Alors, c'est resté à la mode, il me semble. Si ça marche, j'espère que ça va marcher, c'est de se raccrocher aux émissions à la mode. Alors, une des émissions à la mode qui est encore à la mode, il me semble, c'est un truc qui s'appelle The Voice. Ouais, vous connaissez, c'est encore à la mode, plus ou moins, c'est encore à la mode. Plus ou moins pour les vieux déjà, mais ça existe encore, The Voice. Et il y a quelques années, c'est un passage que je vais montrer, certains d'entre vous l'ont peut-être sûrement déjà vu. Il y a un gars qui est arrivé à The Voice, vous allez voir quel genre de gars, et qui a décidé de chanter cette chanson. Donc cette chanson, Efer Va'avak, c'est une chanson qui est chantée par Paul Iker, c'est bien ça, qui a été écrite par un monsieur qui s'appelle Yaakov Gilad, qui est le fils d'une dame qui s'appelle Alina Birenbaum, qui est très connue dans le monde du souvenir de la Shoah. Peut-être moins connue ici, mais toute personne qui guide sait qui elle est. C'est une femme qui a été dans le ghetto de Varsovie, qui était à Maïdanek, qui était à Auschwitz, elle a fait la totale. Elle est encore en vie, elle habite à Herzliya. Elle est incroyable, mais vraiment incroyable. Et en fait, il y a quelques années, alors il y a déjà longtemps, elle a dit à son fils « Moi, je veux retourner en Pologne ». Et donc son fils, qui est un vrai poète, il lui a dit « T'es gentil, mais ça ne sert à rien ». Il lui a dit « Il n'y a là-bas que Efer Va'avak ». Il n'y a que de la cendre ou des cendres et de la poussière. En gros, on n'a rien à faire là-bas. Et encore plus pour ceux qui ont été en Pologne,
si vous vous rappelez, lorsqu'on va à Maïdanek jusqu'à aujourd'hui, à la fin du camp de Maïdanek, après le crématoire, il y a une montagne comme ça, de poussière et de cendres, qui est en fait ce qui reste des derniers juifs qui ont été exterminés par les nazis dans ce qu'on appelle la fête de la moisson, c'est comme ça qu'on a appelé ça à l'époque, où ils ont véritablement rayé de la carte, on va dire, tous les juifs qui restaient dans le camp de Maïdanek, et ils n'ont pas eu le temps, les nazis, d'évacuer les cendres, et donc aujourd'hui il y a une vraie montagne de cendres et de poussière, et donc c'est peut-être aussi pour ça que son fils lui dit là-bas, en fait, t'as rien à y voir, et Polyker, qui est un des plus grands chanteurs en Israël, en a fait une chanson extrêmement connue. Alors dans The Voice, ça donne ça, j'espère que ça va marcher. Si j'ai que le son, ça va pas le faire. 2 secondes. Attends. Et là, c'est la photo. Toujours pas ? Hein ? On va le voir dans ton écran. Ouais, je veux bien le faire. C'est pas génial, mais... Ça va marcher, ça va marcher. Voilà, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va fonctionner. En hébreu. En français, ça va marcher. Il m'a fait le malin, là. Ah, tu vas pas du toucher. C'est plus de la neige que de la descente. Hein ? Et d'augmenter mécanique. De quoi ? Ah bah, viens me le faire, alors. Viens m'aider. Vidéo, sortir. Ça marche pas. Pas sûr. Non, c'est pas la Matsagat, c'est un YouTube. C'est ça ? Ouais. J'ai un format, c'est comme ça que tu mets. Ça. Attends, voilà. Ah, ça, ok. Tiens. Ouais. Je peux aider? Non. Une. Ah, super, merci Elie. Ouais. Ça marche. Alors, petite explication au fur et à mesure. Donc, comme vous voyez le look du gars, hein, il habite dans le Shomron. Et dans le jury, pas lui, il y a un gars qui s'appelle Aviv Geffen. Donc, Aviv Geffen qui représentait jusqu'à... Après, ça a changé. Mais d'après ce que lui dit, d'après jusqu'à cet événement, on va dire, que représente en Israël la gauche, Tel Aviv, qui veut rendre les shtachim, voilà, ce genre de choses. C'est ce qu'il dit. Il dit ça, et la rencontre avec Abraham Fried. Voilà, c'est lui. Donc, traduction, hein, donc si tu voyages, si tu vas en Pologne, en gros, Léa Natnosat, vers où tu vas, pourquoi? Et il lui dit, la réponse est Efer Ava, qu'il n'y a que de la cendre et de la poussière. Donc, il n'y a rien à voir là-bas.
Bon, un peu en ivrite pendant 2 minutes. זה היה מרגש, זה היה מדהים, זה היה מקסים, ואפילו אביב הזיל פה דמעה. זוכר שבאודישנים אמרת שזאת הזדמנות לבנות גשר בין עולמות יחד עם אייל. אתה חושב שהצלחת לעשות את זה איתו עכשיו? כן, בדיפולט, כאילו אייל הוא המנהיגות שלי, מבחינתי, כאילו אדם שכאילו עוצר בישראל את השלום ואת ה-whatever. והוא באומץ גדול, וגם אני באומץ די גדול, שמנו גשר מעל הכל דבוי של מוזיקה של תווים, שהאלוהים היחידי זה בעצם המוזיקה שגם אני וגם הוא מאמינים בו. והם הרגישו עומדים על הגשר, ותחתנו הים הזה, המים העכורים של השלום והעתיד של המקום הזה גורש, ותחתנו אנחנו מרוויחים עוד דקה פה על הגשר. ותשמע, אתה ניגעת כרגע, ונורא התרגשתי. והוא הוריד לי דמעות, אתה יודע, וזה... מה אתה אומר, קשה לך עם כל המחמאות האלה? למה? מה? יאללה, לאן אתה הולך? מה, ספר לי קצת, מה עובר עליך? הוא בוכה. עוד פעם. מה? בכל זאת, יאללה, איזה מילה קטנה ממך? קודם כל ממש תודה רבה לכולם. לגבי אביב אני באמת ממש מבסוט. כאילו שיש כימיה טובה ומרגיש שיש קליק נכון, ואני באמת מקווה שנלך עם זה לא רק אנחנו אלא בכלל אנשים ממקומות שונים, מדעות שונות, ילכו ביחד ויחפשו את מה שמשותף. תודה רבה. יאללה, תענוג וכיף גדול שאנחנו גם טוב. נמשיך לראות אותך בהמשך הדרך. מחיאות כפיים לאייל. On peut applaudir, hein, Eyal. On peut applaudir. טוב. On va essayer de remettre ça. On est dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Éteins là. C'est bon là? Là, tu vas mettre la lumière sur les gens. Tu vas faire des trucs, on va rien. Bon, alors une bonne neshama, sûrement d'ailleurs les deux. Hein. Alors ce qui est assez incroyable donc, dans cette affaire, c'est que pour ceux qui n'ont pas compris, donc en fait il explique, la star, la Aviv Geffen explique qu'ils ont réussi à construire entre eux un pont entre deux groupes de la société israélienne qui sont très 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 éloignés. Et puis après le candidat dit également qu'ils ont construit un pont. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils construisent un pont sur une chanson qui dit en fait qu'il ne se passe rien en fait, qu'il n'y a que de la cendre, de la poussière, etc. Et alors forcément, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, hein, si c'est comment la production s'arrange dans ce genre de cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est possible que sur cette affaire-là, Aviv Geffen a commencé à faire son retour, non pas vers la religion, mais son retour vers, on va dire, une autre partie du peuple juif qu'il connaissait moins. Suite à cela, il a également fait, il me semble, la connaissance d'un autre chanteur chassidique qui s'appelle Avram Fried. Et ça a fait maintenant que très souvent, lorsqu'il y a des concerts, on va dire, de musique chassidique, Aviv Geffen est invité par certains d'entre eux et dit également des mots par rapport à ça. Alors, quand on est le soir de Yom HaShoah et qu'on se pose la question de savoir finalement à quoi ça sert, une réponse, hein, il n'y a pas chacun sa réponse, hein, on pourrait poser la question à chacun, mais en tout cas pour moi il me semble que la réponse la plus pertinente aujourd'hui c'est peut-être celle-là, surtout en Israël. Surtout en Israël, dans un moment où, à mon humble avis, sans rentrer dans ce que je pense de ce qui se passe en ce moment en Israël, mais je suis partie des gens qui se pensent qu'en fait on essaye de nous faire croire qu'il va y avoir une guerre fratricide. Moi j'y crois pas, il n'y aura pas de guerre. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup moins de haine de ce qu'on voudrait dire. C'est très exagéré par ceux qui ont intérêt à l'exagérer, on va dire ça comme ça. Mais même si c'est exagéré et qu'on peut penser que c'est exagéré, en tout cas c'est présent. Et il y a des gens qui en souffrent. Et une des possibilités du Yom HaShoah, c'est de venir, et pas que du Yom HaShoah, c'est de venir et d'essayer de se poser cette question par rapport à ça. Alors on dit très souvent qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a les fameux 10 jours de pénitence, où on essaye de faire tchouva, de revenir vers Dieu, on va dire ça comme ça.
Il y a des gens aujourd'hui qui estiment que de la même façon qu'il y a les 10 jours de pénitence avec au milieu le Shabbat Shuvah, il y a également 10 autres journées dans l'année qui sont entre le Yom HaShoah et le Yom HaTzmaut, qui commencent ce soir et qui vont se clôturer à la fin du Yom HaTzmaut, qui sont en fait un retour non pas vers Dieu, ce qui pourrait être aussi le cas, mais surtout un retour vers son peuple et vers sa terre. Et le début, comme à Rosh Hashanah, le début de cette période-là, c'est ce soir. C'est-à-dire que, si effectivement on se promène un peu dans les rues le jour du Yom HaShoah, si vous allez, je ne sais pas ce que vous ferez demain pendant la sonnerie, moi il y avait des années, j'ai tout fait de temps en temps, j'étais 1 ou 2 fois à Sharim, voir ce qui se passe là-bas. Alors c'est très surprenant dans le sens positif du terme. On nous raconte plein de choses dans la presse, etc. Puis finalement, quand tu vas voir les gens, etc., ça se passe beaucoup mieux. Et c'est quelque chose qui est peut-être important de faire également durant cette période. Alors, puisque j'ai dit ça, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver une vision lorsqu'on parle de Shoah. Et si la vision, c'est également de travailler sur ce qu'on appelle le lien, dans ce cas-là, la Avat Chinam, l'amour gratuit, c'est peut-être une occasion également d'essayer de travailler sur des actions qu'on devrait faire pour le peuple juif. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en 1943 déjà, ce texte, c'est une texte d'une dame qui à l'époque était directrice de tout le département des Justes des Nations à Yad Vashem, qui est elle-même rescapée de la Shoah. Et elle a dit un jour, on lui a demandé... alors, comment tu vois le souvenir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, c'est quoi le souvenir? Alors, ça aussi, c'est fort d'écrire ça. Elle avait apparemment déjà écrit ça en 1943, et en fait, quand on lui a demandé après la Shoah, elle a ressorti ce texte, elle a dit, vous savez quoi, pendant la guerre, je me suis déjà posé la question de savoir comment les gens comprendraient, et c'est ce que j'ai écrit. Et elle écrit comme ça, je ne sais pas quand, je suis sûr que ce jour viendra, que viendra la victoire, etc. Et je souhaite qu'alors, lorsque ces jours viendront, on fasse entendre mes mots de nombreuses années après, quand une vie meilleure aurait effacé le souvenir de cette cruelle période, quand les élèves ne sauront plus dire si Hitler avait une moustache ou une barbe. Croyez-moi que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ils ne savent pas s'il a une moustache, une barbe. Okay ? Que mes mots vous reviennent alors une dernière fois. On va passer au dernier paragraphe. Je veux alors que vous érigez pour nous un monument, un édifice qui arrivera jusqu'au ciel, un signe qui sera vu par le monde entier, une statue faite ni de marbre, ni de pierre, mais de bonnes actions. Car je crois de toutes mes forces que seul un monument comme celui-ci peut vous promettre, à vous et à vos enfants, un avenir meilleur, et qu'alors ne reviendra pas le mal qui a dominé le monde et qui a transformé la vie en enfer. Alors, c'est un peu... Alors, vous me direz, ça peut rester encore un peu général, mais lorsque, aujourd'hui, on demande aux gens, alors, maintenant, aujourd'hui, et que les gens disent, ah oui, aujourd'hui, never again, plus jamais il y aura la Shoah, c'est impossible, on va tout faire pour... C'est très facile de dire encore une fois ce qu'on appelle en ivrite ces sismaot, ça fait un peu. Mais quand tu demandes concrètement, ça veut dire quoi? Pas tout le monde est en Sayeret Matkal, pas tout le monde conduit des avions de chasse, pas tout le monde peut aller comme Ilan Ramon à l'époque bombarder la centrale nucléaire d'Ozirak en Irak, pas tout le monde peut faire ce genre de choses. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Et peut-être que la réponse elle est là, c'est-à-dire que chacun fasse des bonnes actions, peu importe comment, peu importe, et se pose cette question-là. Et peut-être que ça améliorera quelque part le monde. Alors, pour donner un exemple, et ça aussi très souvent, quand on a des jeunes Français en Pologne, ils me disent « Ah, mais ça veut dire quoi, monsieur? Donnez-moi un exemple. » Je dis « Je vais vous donner un exemple. Là, vous êtes pendant une semaine en Pologne en train de vous poser la question de savoir pourquoi le monde n'a rien fait, et pourquoi les Polonais sont des salauds, et pourquoi. Je lui dis « Mais vous, quand vous voyez un clochard dans le métro, vous faites quoi ?» Alors là, tout le monde baisse la tête. Je lui dis « Si vous avez 1 euro, vous lui donnez pas. Ça se trouve, vous ne vous rendez même pas compte qu'il est par terre, vous l'enjambez. Alors ça arrive à tout le monde, c'est facile de donner des... Tout le monde est dans ces situations-là. Mais peut-être quelque part qu'en transmettant, qu'on peut faire dans ces situations-là autrement, alors au moins lorsqu'on transmet la Shoah, on essaye de transmettre des valeurs différentes qui peuvent permettre à chacun et chacune d'essayer finalement d'améliorer son quotidien. Et c'est peut-être ça qu'on essaye de faire. Alors par rapport à ça, il y a, on va dire, plusieurs piliers, ce que j'ai appelé les piliers de la mémoire. Lorsqu'on enseigne ce genre de sujet, qu'on essaye ou pas de respecter et d'aller selon ces valeurs-là ou ces piliers-là lorsqu'on essaie de transformer enfin dire d'influencer en tout cas l'identité des gens. Alors la première, c'est ce que j'ai appelé donc respecter les valeurs de chacun. Alors ça c'est une photo qui a été prise à Auschwitz, au musée d'Auschwitz. Pour ceux qui ont déjà été, dans le musée d'Auschwitz, il y a plusieurs salles, les unes derrière les autres, qui sont les unes plus épouvantables que les autres, on pourrait dire ça comme ça, où sont exposées au public toutes sortes de choses, les cheveux qui ont été coupés, les valises des gens, etc., etc. Et puis derrière une des valises, les chaussures, qui est effectivement très poignante, les lunettes.
Et puis à un moment, on arrive devant cette vitrine-là. Alors, les réactions des gens devant cette vitrine-là, il y a en général deux réactions, deux possibilités. Enfin, il y a plusieurs, mais il y en a deux qu'on... Là, il y a des gens qui posent la question de savoir, mais ils faisaient quoi avec ça, les nazis? Pourquoi ils l'ont gardé? Alors, il y a des réponses. Il faut savoir qu'à chaque question, il y a des réponses. Et lorsqu'on enseigne ce genre de choses, c'est très intéressant de voir qu'il y a des gens qui, non seulement ne s'intéressent pas aux détails techniques, mais ne veulent pas en entendre parler du tout. Ça les choque. Ils ne veulent surtout pas qu'on leur explique ce que faisaient avec ça les nazis. Ils ne veulent surtout pas qu'on leur explique comment se passait la crémation dans les crématoires. Et vous avez des gens qui posent toutes les questions possibles et imaginables. Donc forcément, dans un groupe, c'est un peu compliqué. Quand il y en a un qui dit « Ah oui, mais dans le four crématoire, comment brûler les gens ?» et l'autre qui dit « Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ?» Bah oui, mais lui, il a envie de savoir et toi, tu n'as pas envie de savoir. Lui, c'est sa façon d'être relié au sujet et puis toi, c'est ta façon d'être relié au sujet. Alors pour la réponse technique, c'est facile. Hein. Les nazis prenaient les talitotes, donc ils coupaient les tzitziot, ça les jetaient, et ils les teignaient en noir. Et ils en faisaient des couvertures, puisque c'était les talitotes de l'époque qui étaient en laine. Et donc forcément, c'était chaud. Bon, alors ça, c'est une première possibilité. Mais en fait, quand vous arrivez devant ce genre de vitrine, il y a tous les gens qui se posent une autre question et qui souvent n'osent pas la dire. Encore plus quand c'est des écoles. Parce que quand il y a des écoles, il y a les profs. Et quand il y a les profs, ou parfois les profs de Kodesh, forcément, les élèves, il y a des choses qu'ils ont envie de dire, mais qu'ils ne disent pas trop. Et la question que souvent on pose là-bas, c'est le débat qui apparaît, c'est la question de Dieu. Alors je vous mets tout de suite à l'aise, moi j'ai pas de réponse. Moi je suis pas le secrétaire de Dieu, je suis pas là pour donner réponse, j'en ai pas d'ailleurs. C'est d'ailleurs la réponse que je donne, parce que souvent on me dit « Ah mais vous êtes un spécialiste, oui mais moi j'ai pas le numéro de téléphone du bon Dieu, j'en sais rien, mais vous pouvez me poser la question, mais j'ai pas de réponse. » Mais ce qui est sûr, hein? Oui mais ça c'est après que j'ai compris que la dernière fois je ne savais toujours pas. Mais ce qui est sûr par rapport à ça, c'est que lorsqu'on enseigne sur la Shoah ou sur d'autres choses sur d'autres sujets qui sont difficiles, il est évident que le but, c'est pas de changer les valeurs des gens. On n'est là ni, dans le cas où ils croient en Dieu, pour faire en sorte qu'ils ne croient plus en Dieu, et j'ai presque envie de vous dire ni le contraire. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas là pour essayer de faire tchouva à des gens lorsqu'on parle de Shoah, ou de faire en sorte que des gens... on est là pour rien détruire. Les gens, ils arrivent avec des valeurs, on essaye au contraire de renforcer ces valeurs. C'est la même chose sur l'être humain. La majorité des gens qui arrivent pour parler de ce genre de sujet ou qui arrivent dans ces voyages ou qui arrivent à Yad Vashem, c'est des gens qui croient dans la possibilité de l'être humain de faire des choses bien sur Terre. S'ils sortent de Yad Vashem ou s'ils sortent de Pologne, après que vous les ayez guidés et qu'ils pensent que tous les hommes sont des salauds, vous avez raté à mon avis, en tout cas votre vocation d'éducateur, de guide, je ne sais pas, d'historien, je ne sais pas, mais en tout cas d'éducateur, vous avez raté votre vocation. Et donc la première chose, c'est de respecter le processus ou les valeurs en tout cas, les valeurs éducatives de chacun. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des gens qui ont des principes un peu bizarres parfois, mais c'est quelque chose qui est très important à faire et qu'on essaye de respecter le plus possible. Et c'est pour ça aussi que très souvent, ou presque tout le temps, finalement on leur demande « Mais alors pourquoi tu es venu ? Pourquoi tu es venu à Yad Vashem ? Pourquoi tu es venu en Pologne ?» Et alors des fois ils n'ont pas de réponse, à pas eux-mêmes. Alors ils ne veulent pas te le dire. Ah, moi je suis venu parce que les copains sont venus, je suis venu parce que le soir c'est sympa dans l'hôtel. Ils ne vont pas te le dire, ils n'osent pas trop. Mais il y a plein de réponses. Alors avec le temps, on a ramassé des réponses. Il y en a qui veulent apprendre, il y en a qui essayent de comprendre qui ils sont, il y en a qui viennent mais qui n'ont aucune idée de savoir ce qu'ils vont découvrir lorsqu'ils rentrent dans ce sujet de la Shoah, lorsqu'ils viennent en Pologne. Mais c'est une question qu'on pose. Pourquoi tu es venu à Yad Vashem ? Pourquoi tu es venu en Pologne ? Pourquoi tu es juif ? Pourquoi tu fais les mitzvot ? Pourquoi tu crois en Dieu ? C'est le même processus. Il faut se poser ces questions-là. Il faut se poser ces questions-là et on ne peut pas rentrer dans ce sujet de la Shoah sans se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire-là. Et chacun a une autre réponse. Et de la même façon qu'on dit Yeshivim Panim la Torah, il y a aussi Yeshivim Panim la Davar Hazeh. C'est-à-dire que de la même façon, c'est pas pour rien qu'on dit aujourd'hui qu'il y a 70 facettes à la Torah. Il y a des gens qui disent « Ah, mais ça aurait été plus simple si on avait tous le même Shulchan Aruch. » Pourquoi il y a besoin d'avoir Sfarad, Ashkenaz, Sfard, etc., etc. Il y a des gens qui deviennent fous de ça. Mais si on réfléchit un peu, on se rend compte que sans ça, peut-être qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'assimileraient. Parce qu'on ne peut pas voir tout selon le même prisme. S'il y avait un seul prisme, ça aurait été impossible d'attirer ou de faire adhérer le maximum de gens. Donc pour faire adhérer le maximum de gens, on a besoin de présenter plusieurs possibilités. Si les gens savent, tant mieux. Et s'ils ne savent pas, on leur met des possibilités sur le nez pour qu'au moins ils sortent de la salle, de Yad Vashem, de la Pologne, etc. en se disant au moins je sais maintenant ce qui m'intéresse là-dedans et pourquoi c'est tellement important pour moi.
Alors parfois il y a des petits, comment dire, des petits accidents, on va dire. Ça c'est une photo. Alors ça c'était il y a longtemps. On m'a fait guider un groupe qui a décidé de prendre des photos. Alors ça c'est classique, on va dire. Jusqu'à là c'est classique. Et ensuite ils ont pris les photos, ils ont fait une exposition. Et ils se sont baladés dans toute la France, ils ont appelé ça le Tour de France de la mémoire. Ils allaient, c'est une école juive, qui allait dans des écoles non juives présenter leurs projets, et également dans des facs, ce qui n'est pas évident. Déjà à l'époque, ce n'était pas évident. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les meilleures photos qu'ils avaient pensées, et ils ont écrit des commentaires. Ces deux jeunes filles, il y a une des deux avec je suis en contact jusqu'à aujourd'hui avec elle. C'est une photo qui a été prise à Majdanek. Comme vous le voyez, enfin on le voit sans le voir ici en fait, mais c'est donc en été, hein, il n'y a pas de neige. Et en fait, là elles sont assises, mais les herbes étaient plus ou moins à cette hauteur, on va dire. Et en fait, à la fin du tour dans Majdanek, on arrive, on compte les gosses, et il en manque 2. Maintenant, au début, ils sont aux toilettes, hein. Sauf qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, tu comprends que tu en as vraiment loupé, tu en as vraiment 2. Quand tu comprends que c'est 2 filles et que tu es en Pologne, à Majdanek, tu dis c'est moyen, quoi. Tu dis c'est moyen. Je ne suis pas trop, dans mon travail en tout cas, je ne suis pas trop un gars qui stresse dans mon travail, même pas du tout. Mais là, j'étais pas trop fier, quoi. Et on a cherché, donc ça nous a pris 2 heures de les retrouver. Et en fait, elles étaient allongées. En fait, elles avaient fui, en fait. Elles avaient fui, elles n'en pouvaient plus, quoi. Et elles s'étaient allongées, je pense qu'elles, a priori, elles étaient même endormies, carrément. Donc à Majdanek, hein, pourquoi pas. Ça fait une petite sieste à Majdanek. Et en fait, quand on les a retrouvées, la fille qui faisait les photos pour l'exposition, elle m'a dit « Attends, avant de les défoncer, avant de les engueuler, il faut que je prenne la photo. » Donc je lui ai dit « Bon, vas-y, prends ta photo. » Bon, et finalement... Mais c'est vrai que même par rapport à tout ce qu'on vient de dire, respecter le système de valeurs, et se poser des questions et se donner des réponses, comme il y a écrit ici, il y a des gens qui ont besoin encore de s'isoler, peu importe à quel âge, pour essayer de comprendre et qui ne comprennent toujours pas d'ailleurs, qui ne comprennent même toujours pas pourquoi ce sujet les intéresse. Il y a même des gens qui pensent qu'ils sont complètement sadomaso, de lire toute la journée des livres, etc. Moi, ça m'a un peu passé. Il y a des époques où je lisais ça et encore ça. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Mais c'est vrai que lorsqu'on a beau dire qu'on essaie de travailler sur ça, parfois il y a également des choses qui se passent moins bien. Dans ce cas-là, ça s'est bien fini, ça aurait pu se finir un peu moins bien, mais c'est quelque chose également qui peut également arriver. La deuxième chose qui est importante, au-delà des valeurs, c'est de comprendre que lorsqu'on parle de la Shoah, ça a, qu'on le veuille ou non, une influence identitaire. Ça influence les gens au niveau de leur identité. Encore une fois, de la même façon que d'un côté, on essaye de garder les valeurs des gens, d'un autre côté, la plupart des gens qui rentrent dans ce process d'aller à Yad Vashem ou de s'intéresser vraiment au sujet de la Shoah ou d'aller en Pologne, ils sortent de la Pologne ou ils sortent de ce genre de trip, on va dire, transformé. On sort transformé, on n'est pas exactement le même et ça a une influence identitaire. Alors ça peut avoir une influence identitaire sur son judaïsme, je vais y revenir après à ce monsieur. C'est un monsieur dont la tête, le nom tout à l'heure vous dira peut-être quelque chose, son œuvre vous dira sûrement quelque chose. Ça fait partie des visages parfois qui sont inconnus. Ça aussi c'est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens dont on parle pendant la Shoah. Okay, on peut dire Anne Frank, on peut dire Mordechai Anilevitch, on peut dire Primo Levi, mais je ne suis pas sûr que si maintenant je vous montrais une photo de Primo Levi demain matin dans la rue, vous me direz c'est Primo Levi. La majorité, Anne Frank oui, les gens ont sa figure dans la tête. Primo Levi beaucoup moins. Quand tu as un gars comme Anilevitch, la majorité, 95% des gens, quand tu leur montres Anilevitch, ils disent non, c'est pas possible, on dirait qu'il a 12 ans. Donc ça fait partie des héros de la Shoah. Cette personne est également un héros de la Shoah, qui n'était pas un résistant armé. Il aurait pu, hein. Il y avait également des gens avec des kippotes qui ont résisté de façon armée contre les nazis. Lui, c'était pas trop son truc, il a fait une autre chose, et on y reviendra par la suite. Il y a également une influence lorsqu'on parle à des Français sur l'identité française. Alors ça, c'est le fameux épisode de l'année 1995. Donc ça a pris 50 ans, donc juillet 1995, où Chirac fait un discours que je vous invite à relire. C'est extraordinaire ce discours, je ne sais pas exactement qui l'a écrit, je ne sais pas si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Mais il faut dire 2 choses sur Chirac par rapport à ça. La première, c'est qu'il est vrai que Chirac a été vraiment le premier, alors forcément c'était après Mitterrand, donc... qui avait moins de leçons à donner sur le sujet, on va dire. Mais Chirac, c'est vrai qu'il a été le premier à dire de façon officielle que la France avait été responsable de ce qui s'était passé pendant la Shoah.
Donc ça a quand même pris 50 ans à la France de le faire. Mais Chirac a été plus loin que ça. Chirac a décidé de créer ce qu'on appelle aujourd'hui la FMS. Alors encore une fois, on peut dire ce qu'on veut sur la FMS, donc la Fondation de la mémoire pour la Shoah, qui est un fonds qui a été créé sur un calcul mathématique qui est ridicule, mais bon, ça a au moins le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de calculer le montant de tous les biens des Juifs qui avaient été exterminés, qui n'étaient pas revenus et qui n'avaient pas de descendants. Ils en ont fait un fonds. C'est des centaines de millions d'euros, mais c'est encore très loin de ce qu'aurait aurait dû être véritablement. Et ce fonds-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est un fonds qui est dirigé à moitié par les fonctionnaires français, des vrais fonctionnaires français, mais, et à moitié, on va dire, par le leadership du judaïsme français. Alors vous allez là-bas au board, ça m'est arrivé quelques fois, c'est assez... Quand on est israélien, avec un peu de chutzpah israélienne, c'est le décalage total, mais total. Hein, c'est-à-dire que tu arrives là-bas, les mecs, ils ont l'impression que tu es complètement fou. Donc tout va bien. Mais ce fonds-là, aujourd'hui, il sert essentiellement, on va dire, à trois choses. Un, alors évidemment, à la mémoire, hein, la FMS adore les morts juifs. Je leur dis, hein, ce que je vous dis, je leur dis aussi. Hein. Là, ils ont créé un musée de 8 étages à Drancy. Je leur ai dit, bon, c'est bien, je ne sais pas, pourquoi pas, mais enfin, pourquoi 8 étages, pourquoi tellement grand, qu'est-ce qui va... À Drancy, hein, aujourd'hui, Drancy, en face de la Cité de la Muette, hein, c'était à l'époque le camp de Drancy qui s'appelle aujourd'hui de la Cité de la Muette, aussi c'est intéressant que ça s'appelle la Cité de la Muette. Donc ça, c'est la première chose que la FMS fait. La deuxième chose que la FMS fait, heureusement, c'est certains projets éducatifs. C'est pas facile. Mieux vaut pas que ça soit en Israël, sinon ça leur plaît pas trop. Et la troisième chose, c'est qu'ils assurent en partie la sécurité des Juifs de France en mettant de l'argent sur tout ce qui est infrastructure, caméras, etc., vitres par balles, etc., dans certaines synagogues et certaines écoles juives de France. Donc Chirac a quand même et c'est lui qui a créé ça. Et c'est d'autant plus intéressant cette histoire, comme je l'ai dit à la parole, c'est que ça a pris du temps à la France véritablement de reconnaître officiellement, mais même de reconnaître de façon non officielle. Comme je vous l'ai dit avant, jusqu'à la mort de De Gaulle en France, on ne parle pas de Shoah. Jusqu'à la mort de De Gaulle, il y a en moyenne par mois un livre sur la Shoah qui sort en France. Après la mort de De Gaulle, ça passe à 10 livres par semaine. Il a fallu que De Gaulle disparaisse, etc., pour qu'en France, on prenne également la mesure de ce qui s'était passé et pouvoir expliquer également aux gens. Donc forcément, lorsqu'aujourd'hui on est français et qu'on s'intéresse également à ce sujet-là, ça peut également avoir une certaine influence identitaire. By the way, comme on dit, ce que vous avez en haut à droite, c'est la seule photo qui existe, la seule réelle photo qui existe du Veldiv. Il n'y a eu aucune photo à l'intérieur. Les photos qu'on connaît de l'intérieur, ce n'est pas des rafles de juifs, c'est des rafles de résistants qui n'ont rien à voir avec la rafle du Veldiv qu'on connaît, qui ont été publiées pendant des années comme étant des juifs, mais ce n'est pas vrai au niveau historique. Ce que vous voyez ici, c'est les bus de ce qu'on appellerait aujourd'hui, je ne sais pas, la RATP, en tout cas les bus qui ont amené les juifs vers les différents camps de transit. Est-ce que vous avez, ça c'est à droite, et ce que vous avez à gauche, c'est le monument aujourd'hui, qui est là-bas, métro Bir Hakeim, pas loin de la Tour Eiffel, un petit monument, pas très haut, et en fait c'est devant ce monument que se trouvait Chirac à l'époque. Alors si j'ai dit un mot sur Drancy, voilà, donc comme je vous ai dit, rien n'a bougé. Hein. Donc forcément, quand vous êtes là-bas, les gens qui vont là-bas, s'ils s'intéressent vraiment au sujet, au niveau identitaire, c'est quelque chose qui est très fort, parce qu'on se rend compte aussi que rien n'a bougé, et de voir aujourd'hui, et alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans ce genre d'endroit ? Sur la droite, ici, vous avez donc une photo de l'époque, ça c'est aujourd'hui, hein, c'est exactement la même chose. Avec en haut, vous avez la gare de Bobigny désaffectée, c'est un bâtiment qui existe encore aujourd'hui, et à droite, la gare de l'époque. C'est-à-dire que pour l'immense majorité des Juifs de France qui ont été déportés, la dernière chose qu'ils ont vue de la France, c'est cette gare-là, c'est ce bâtiment-là, qui se trouve encore aujourd'hui, Bobigny, à 10 minutes de voiture du 19e arrondissement. Enfin, on roule 10 minutes, on arrive là-bas, et on peut aller voir ce bâtiment-là. Les rails que vous... Garder la mémoire avec quelque chose de visuel, parce que comme ce serait du chinois pour la mémoire. Parce que le côté visuel, forcément, il est... Alors ça revient à la question de savoir aussi, est-ce qu'il faut aller dans ce genre d'endroit, pourquoi il faut aller en Pologne, etc. etc. Et finalement, on pourrait très bien ne pas y aller. C'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui d'ailleurs en ce moment en Israël. Il y a eu la Corona, donc il n'y a pas eu de voyage en Pologne. Après, il y a eu l'histoire avec les Polonais, pour des raisons politiques. Hein, les Polonais, l'extrême droite polonaise n'a pas voulu que les Israéliens viennent sur leur territoire avec des armes israéliennes. Ils n'ont pas voulu qu'ils viennent avec leur contenu. Ils ont voulu qu'on dise que les Polonais étaient gentils, etc. Et pourtant, malgré tout ça, malgré la Corona, malgré les armes, malgré l'histoire des contenus, il y a encore énormément de gens qui disent mais il faut quand même y aller, il faut voir. Parce que c'est vrai qu'au niveau humain, si tu n'as pas vu, si tu n'as pas senti,
Il y a des gens, c'est l'odeur. L'odeur. C'est voulu par le gouvernement français. Pour la- alors, ce qu'ils ont fait, à la base, je pense que c'était voulu, puis après, c'est trop tard, parce que ça devient des HLM, etc. Donc, je suppose que, je ne suis pas un expert en loi française, mais je suppose que c'est trop compliqué à détruire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait à côté de ça un musée. Et à la gare qui est désaffectée, jusqu'à aujourd'hui, elle est comme ça encore aujourd'hui. Peut-être. Alors, ils ont mis quelques photos aujourd'hui de la déportation des Juifs. Peut-être qu'un jour, ils feront autre chose. C'est protégé. Il va savoir aussi qui est maire de Bobigny aujourd'hui, quels sont les habitants de Bobigny aujourd'hui. Tout ça, aujourd'hui, ça rentre en compte. Et ça rend aussi l'affaire encore plus compliquée qu'avant. C'est-à-dire, plus on avance et plus la société change et plus la mosaïque des gens qui habitent sur place change, et plus tu as de problèmes également ou de difficultés à transmettre ce que tu as envie de transmettre. Alors forcément, l'identité israélienne. Alors ça, des exemples, c'est tous les jours. Hein. Il vous suffit d'ouvrir un journal israélien et de feuilleter. À mon avis, il y a peut-être 3 fois par an, il n'y a pas écrit le mot Shoah dedans. J'exagère un peu, mais ça arrive tout le temps. On raconte des belles histoires, des mauvaises histoires, des mecs qui sont mis sur la gueule à la Knesset et qui se sont insultés. C'est pas besoin de donner les exemples d'insultes très expressifs qu'ils arrivent à dire là-bas. Mais il y a plein de possibilités. Alors forcément, il y a ce fameux épisode, ça c'était il y a une vingtaine d'années, il y a eu l'équivalent du salon du Bourget à Cracovie, il y a eu un salon de l'aviation à Cracovie. L'armée israélienne a été invitée, ils ont demandé de survoler Auschwitz avec les avions donc de Khel Avir. Il y avait 3 avions, il y en a un qui a dû forcément photographier les 2 autres, c'est pour ça qu'on n'en voit que 2. D'ailleurs sur la photo dont vous en voyez 3, si vous voyez bien, qui ont survolé Auschwitz. Alors ça c'est une possibilité. Quand ça s'est arrivé en Israël, forcément au niveau identitaire c'est quelque chose... les gens véritablement se sentent transformés. Au niveau de la fierté, au niveau de ce que ça représente, au niveau du fait, si l'aviation israélienne survole Auschwitz, donc ça veut dire que plus jamais il y aura la Shoah, etc. etc. Et puis parfois c'est des choses... et puis un autre épisode également très connu, c'est donc l'épisode du fameux Ilan Ramon, qui pareil, en 2003 maintenant, ça doit faire aussi à peu près 20 ans, le fameux astronaute israélien qui malheureusement pas revenu puisque la navette a explosé lors de son retour. Et en fait, il avait préparé un petit truc qu'il n'avait pas trop raconté. Et lorsqu'il a été interviewé par Sharon à l'époque, qui était Rosh Mimshala, il lui a dit, voilà, sache que je suis venu ici en tant que délégué du peuple juif. Et d'ailleurs, regarde ce que je fais. Et là, il lui sort un Sefer Torah qui venait d'un des camps, il me semble, de Bergen-Belsen. Et l'histoire extraordinaire de ce jeune que vous voyez ici en bas à droite, un jeune qui s'appelait Peter Gins, qui est décédé, exterminé par les nazis à l'âge de 16 ans, qui a été responsable au sein du ghetto de Térésine, du camp de Theresienstadt. Il était responsable du journal des jeunes. Et en fait, son rêve à ce jeune, c'était d'aller dans l'espace. Son livre de chevet, c'était De la Terre à la Lune de Jules Verne. Et lorsque Ilan Ramon a entendu cette histoire-là, il a dit « Moi, je vais accomplir le rêve de ce jeune ». Il a pris le dessin à Yad Vashem. Il est parti avec dans l'espace. Le dessin n'est pas revenu, ne me demandez pas si c'était un vrai, une copie, j'en sais rien du tout. Mais c'est des choses, encore une fois, au niveau identitaire qui sont très fortes et qui bouleversent également l'identité des gens en Israël. Ok, alors, le troisième volet ou le troisième pilier, c'est ce que j'appelle l'humanisation. Alors, je ne vais pas le faire ici, mais je vais vous raconter comment on fait ça quand on est chaud avec les jeunes, avec les groupes et qu'on veut leur montrer qu'il faut qu'ils se réveillent un peu. Ça aussi, de temps en temps, il faut le faire. Donc, imaginez-vous maintenant ici un groupe de 30 jeunes. Donc, ils sont depuis 5 jours en Pologne et tu leur racontes du matin au soir. Les gars, ils sont là, ils n'en peuvent plus. Ils n'ont plus la force de t'écouter, ni de tes blagues, ni tes cris, ni tes chants, ni tes pleurs. Enfin, ils n'ont plus la force de rien. Et là, tu leur dis, bon, alors, on va faire le tekes, là, la cérémonie. Alors, ils arrivent tous, là, puis ils sont contents. Et puis, ils vous mettent les 6 bougies. Et puis, ils allument 6 bougies. Et qu'est-ce qu'ils disent à chaque fois ? Alors, il y a toutes sortes de possibilités. Il y en a qui disent à chaque fois le nom d'un camp. Et puis, il y a un jour, il y a des gens qui ont dit « Bon, c'est bien joli de dire le nom des camps, mais peut-être qu'on peut dire autre chose. » Alors aujourd'hui, ça paraît évident. Alors maintenant, aujourd'hui, on dit le nom des gens. Et là, une année, j'ai eu la bonne idée, ou la mauvaise plutôt. Je pense que c'était une mauvaise idée, en fait. Je dis « Bon, alors chacun dans la salle va nous dire le nom d'une personne qui est morte pendant la Shoah. » Qui est morte pendant la Shoah, pas qui a survécu. Sur un groupe de 30 jeunes, la moyenne, c'est 6. Parce que je l'ai fait des dizaines de fois, cet exercice. La moyenne, c'est 6. Ils sont capables de me donner 6 noms. Et dans les 6 noms, il y a Anne Frank,
Il y a Anielewicz, il y a Elie Wiesel qui n'est pas mort, mais ils l'ont tué pendant la Shoah malgré tout. Ils l'ont mis dedans. Primo Levi, pourquoi pas? Parce que peut-être qu'ils ont entendu que j'avais dit Primo Levi. On va dire Primo Levi pour avoir l'air bête, sauf qu'il n'est pas mort pendant la Shoah. Et là, tu te dis, en fait, j'ai l'air bête, en fait. Parce que tout le monde, 6 millions. Alors c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé les 6 millions de noms. Puisque, comme vous le savez, ce qu'on appelle la Shoah par balle, lorsque l'armée allemande rentre dans l'ex-URSS et passe de village en village avec ce qu'on appelait derrière eux les Einsatzgruppen, c'était à peu près 1000 personnes, un peu moins, entre 700 et 1000 soldats qui tuent, qui exterminent les gens par balle. Il y a des communautés entières qui ont été exterminées à 100%. Donc forcément, après la guerre, il était même impossible parfois de dire dans tel ou tel village le nom des gens, puisque tout le monde avait été assassiné. Mais au-delà de ça, l'idée de l'humanisation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a des solutions à ça. Forcément, le but, c'est pas maintenant de culpabiliser l'audience, c'est que les gars ils sortent, ils sont comme ça, ils ont dit purée, mais quelle honte, j'étais là dans ma cérémonie avec mes bougies, avec mes chants, et lorsqu'on m'a demandé un nom, j'étais même pas capable de le dire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On distribue des noms. Soit on distribue des noms, soit... alors il y a des gens, ça c'est incroyable, il me semble que c'est le cas de ton père, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des gens, 20 ans après, quand ils me voient dans la rue, ils me sortent leur portefeuille et ils me montrent qu'ils ont des papiers. Ils me disent, t'as vu ça, le nom, je l'ai gardé et tout. Ils sont contents 20 ans après, ils me montrent qu'ils ont encore le nom. Il me semble qu'il m'a fait ce coup-là à ton père un jour. Hein? Il a les deux. Voilà. Tu vois, il a les deux. Mais plein comme ça, plein. Alors, les gens, tu leur fais écrire sur des papiers et tu leur dis, aujourd'hui en plus avec Internet c'est facile, tu prends un nom et après tu iras chercher qui il était, etc. Donc au-delà, c'est bien les bougies, hein, je ne suis pas contre, hein, c'est bien les bougies, mais derrière les bougies, il faut arriver à, encore une fois, à ce que les gens soient avec toi dans le sujet, qu'ils soient concernés par le sujet. Et le minimum, c'est que chacun se rappelle au moins d'un nom. Et d'ailleurs, si c'est pas très compliqué, hein, si aujourd'hui tout le monde se rappelait au moins d'un nom, ensemble on se rappellerait de tout le monde. Parce qu'on connaît au moins, on va dire autour de 4,5 millions, peut-être 5 millions de noms, on pourrait comme ça se rappeler de tout le monde. Et une fois qu'on a ça, alors après, il faut se poser quelques questions. Alors cette photo, c'est peut-être une des photos en haut à gauche les plus connues de l'histoire de la Shoah. D'ailleurs, il y a des débats, qui est cet enfant? Il y a 5 ou 6 garçons qui disent aujourd'hui, c'était moi qui a fait comme ça. Ce qui est très possible d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils se rappellent peut-être, dans leur tête à eux, c'est pas des mythos, hein, c'est des gens qui pensent vraiment que c'est eux. Parce qu'à un moment, ils ont dû se mettre comme ça devant les nazis, et qu'ils avaient une casquette, alors on a dit oui, c'était moi, etc. Bon, en l'occurrence, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas véritablement qui était ce garçon et comment il s'appelait, alors que c'est la photo la plus connue de l'histoire en tout cas, oui, peut-être la plus connue de l'histoire de la Shoah. Mais une fois qu'on a ce nom, il faut essayer de faire un petit travail de mémoire. Donc n'importe quel nom, vous prenez un nom et vous posez la question. Qui il était, d'où il venait, qu'est-ce qu'il aimait faire, qu'est-ce qu'il aimait pas faire, etc., etc. Maintenant, les réponses, encore une fois, elles sont multiples et parfois très étonnantes. C'est ça également qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à la vie des gens, forcément, c'est des gens comme aujourd'hui, il y a toutes sortes de gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on lit la littérature de la Shoah en 2023, il y a des choses incroyables à lire. Vous avez des livres de blagues sur la Shoah. Alors, ce n'est pas des blagues qu'on écrit aujourd'hui. C'est des gens qui ont écrit des livres, des blagues qui se racontaient à l'époque dans les camps. Il dit, moi, je me rappelle que dans mon bloc, on était trois petits rigolos, ils se racontaient des blagues de Shoah. Aujourd'hui, quand tu racontes des blagues de Shoah, il faut faire attention qui est dans la salle, est-ce qu'ils aiment ça, est-ce qu'ils n'aiment pas ça. Mais quand c'est un gars il y a des gens qui ont écrit des livres comme ça. Il y a un livre qui s'appelle « Mais Ever Ladmaot ». Et c'est un livre de blagues. Il n'y a rien dans le livre, il n'y a ni une introduction, ni une conclusion. Ce n'est pas un roman, il n'y a pas d'histoire. Le gars, il ne raconte même pas son histoire à lui. Ça commence par des blagues et ça finit. C'est que des blagues. C'est que des blagues, des livres de blagues. Il y a des livres de cuisine. Il y a des livres de cuisine qui existent. Il y a des femmes qui ont retranscrit après la guerre des recettes qu'elles s'étaient imaginées quand elles étaient dans les camps. Alors forcément, moi, ce n'est pas mon grand fort. Moi, ce n'est pas mon fort. Mais quand tu lis les recettes, avec des gens qui s'y connaissent un peu, ils t'expliquent que ça, c'est pas possible. Que si tu mets vraiment tous ces ingrédients comme c'est écrit, t'auras rien. T'auras rien, parce qu'ils s'imaginaient 14 kilos de farine, 12 kilos de trucs, enfin des trucs qui donnent rien du tout. Israélien qui a repris ça. Non, il y a un chef israélien, ils ont trouvé un cahier de recettes qui était planqué dans un endroit, il a pris, avec le descendant de la maman qui avait écrit le cahier de recettes, ils se sont mis ensemble. Un chef israélien à la main, ça va sortir. Et ils ont reconstitué, grâce à l'enfant qui mangeait
les gâteaux, tout ça de sa mère petit. Ils ont reconstitué la texture, le goût. Alors c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle, merci pour cet exemple, parce que c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle la mémoire moderne. Comme je vous ai montré au début The Voice, alors The Voice, quel rapport ? Oui, mais quel rapport ? Mais on est en 2023. Alors en 2023, il y a Top Chef, Master Chef, je sais pas, toutes les histoires de chefs, là, toutes les émissions, c'est devenu à la mode aussi, les émissions culinaires, on va dire ça comme ça. Et donc forcément, le fait qu'il y a aujourd'hui ce genre de choses, il y a des gens qui vont dire mais quel rapport le chef qui se prend ça et qui fait son petit business avec eux. Mais en termes de mémoire, c'est quelque chose qui est très bien. C'est quelque chose qui est très bien parce que ça relie les mondes, encore une fois, ça relie les époques. Et il y a des gens sans ces relations-là qui ne sont pas capables justement d'aller au-delà. Alors forcément, lorsqu'on est un groupe au moins de juifs et qu'on essaye de humaniser la Shoah, on essaye également d'humaniser les lieux. Et lorsqu'on va dans ce genre d'endroit, ça c'est une synagogue, alors c'est pas ça qui manque, malheureusement, les synagogues, d'ailleurs qui ont pratiquement toutes été soit détruites, soit ce qu'on appelle implosées, c'est-à-dire détruites de l'intérieur. Forcément, avec les années, elles ont été un peu reconstituées, grâce à certains donateurs, ça s'est retransformé en musée. Ça c'est dans l'est de la Pologne, un endroit qui s'appelle Tiktin ou Tikocin. Tout ce que vous voyez ici, ça a été refait. Ça existait à l'époque, mais donc c'est des prières qui ont été repeintes avec le temps, qui ont été refaites. Et forcément, quand vous rentrez là-bas, la majorité des gens qui sont là-bas, c'est des gens qui sont dans un musée. Donc on leur explique, là-bas, on mettait les rouleaux de la Torah, avec ce genre de sémantique, etc. Et quand vous arrivez avec un groupe de juifs là-bas, vous n'allez pas leur expliquer que ça c'est le Echal, et que ça c'est un Sidour, et que là c'est des prières, tout le monde comprend tout seul. Et donc le but un peu de la mémoire dans ce cadre-là, c'est de réhumaniser l'endroit. Alors, on peut prier, on peut chanter, on peut danser, on peut faire plein de choses, mais c'est quelque chose qu'il faut faire et que nous faisons tout le temps parce que ça fait partie de ce que j'appelle des piliers de la mémoire, c'est-à-dire d'humaniser également l'étude. Alors, le quatrième point, c'est ce que j'appelle l'étude des faits. J'en ai un peu parlé avant. Et c'est quelque chose aussi qui peut parfois être compliqué. Ça, c'est une photo qui a été prise donc à Majdanek. On voit aujourd'hui en Pologne, pour ceux qui ont été, très peu de fours crématoires. D'abord parce qu'ils ont presque tous été détruits par les nazis à la fin de la guerre. On peut en voir un concrètement à Auschwitz I, qui d'ailleurs n'a pas forcément servi, enfin très peu. Et un à Majdanek, celui-là par contre, il a servi et plus que servi. Et c'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous rentrez là-bas, il y a des gens qui rentrent et qui ressortent tout de suite. Ils comprennent, ils n'ont pas envie de savoir, ils veulent aucune explication. Et il y a d'autres qui posent des questions. Alors, qu'est-ce que ça peut donner parfois ? Donc, vous avez un groupe de gens, certains qui sont comme ça, et puis tout d'un coup, il y en a un qui pose comme ça. Et ça prenait combien de temps, monsieur, la crémation ? Ok. On brûlait les hommes avec les hommes, on brûlait les femmes avec les femmes, les hommes avec les femmes. Maintenant, je répète, à toutes ces questions, il y a des réponses. Il y a des réponses historiques. La crémation, on sait combien de temps ça a duré. Est-ce qu'on brûlait les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes ou les femmes avec les hommes ? Il y a des réponses à ces questions. Forcément, ce n'était pas tout le temps comme ça, mais dans la majorité des cas, c'était comme ça. Et à partir de là, encore une fois, pour certains, ils ne veulent pas du tout savoir, ils ne veulent pas étudier des faits. Et pour d'autres, c'est la chose la plus importante. Mais c'est également un des piliers de la mémoire. Parce qu'à un moment ou un autre, si véritablement tu veux t'accrocher à quelque chose lorsque tu parles de mémoire de la Shoah, il faut savoir. Il faut un peu apprendre. Si tu n'apprends pas... ça peut le faire, mais à un moment, tu vas arriver à un certain niveau, à certaines situations où d'abord, tu vas te sentir pas trop bien parce que tu ne sais pas toi-même. Et si un jour, alors tu es confronté à répondre à des questions devant des non-juifs, alors là, ça devient carrément très compliqué. Je ne parle même pas de négationnistes, etc. Ça, il faut quand même avoir un certain niveau parce que les gars, ils sont préparés avec des questions bien précises. Si tu n'as pas les réponses, tu te fais très vite dégommer. Donc, l'étude des faits, c'est également quelque chose qui est très important chez certains, mais encore une fois par tous. Et on est déjà maintenant à 4 possibilités. L'étude des valeurs, je vous ai mis l'humanisation. Encore une fois, il y a des gens pour qui l'humanisation c'est très important et l'étude des faits c'est moins important. Il y a des gens pour qui l'étude des faits c'est très important et l'humanisation c'est peut-être un peu moins important. Et de là, on arrive également à la soirée de ce soir. Alors j'aurais pu vous poser la question de savoir pourquoi Yom HaShoah c'est aujourd'hui. Quelqu'un sait ? Eh non, madame. L'insurrection du ghetto de Varsovie. Mais oui, c'est ce que tout le monde dit, sauf que c'est pas vrai. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai, parce que la révolte du ghetto de Varsovie a débuté le 19 avril 1943, parce que le 20 avril, c'était l'anniversaire d'Hitler,
et que les nazis avaient pour but de lui apporter sur un plateau pas plus que la reddition, l'extermination de la plus grande communauté juive d'Europe, qui était quand même, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, plus petite que celle de New York, mais qui était de façon sûre la plus grande d'Europe. C'était leur idée de cadeau pour Hitler pour le jour de son anniversaire. Le 19 avril, c'était le Seder. Qui a dit le Seder? Oui, mandat juive. C'était le 15 Nissan. Enfin, c'était le 14 en l'occurrence. Le soir du 19 avril, c'était le 15 Nissan. C'est-à-dire que le Seder était fêté par les quelques dizaines de milliers qui étaient encore dans le ghetto le soir du Seder. Donc si je vous demande pourquoi Yom HaShoah c'est ce soir, ça ne peut pas être ce soir puisque c'est le soir du Seder. Et là, on ne fait pas le Seder. Une autre idée? Parce que Ben Gurion a voulu que la veille de Yom HaShoah... Ben Gurion, très important lorsqu'on parle d'histoire de la Shoah, on y reviendra, oui. Que la veille de Yom HaTzmaout et Yom HaZikaron, et qu'il n'y a pas de Yom HaTzmaout et de Yom HaZikaron sans Shoah. Sans Shoah. Alors, c'est lié à ça, c'est pas tout à fait ça, mais c'est lié à ça. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, quand Ben Gurion est arrivé, il leur a dit, il n'y a pas de Yom HaShoah, on ne fait pas. Du tout. Il ne voulait pas, Ben Gurion. Il y a plein d'histoires sur ça. Alors, on ne va pas exploser tous les mythes ce soir, mais Ben Gurion, comme je l'ai dit un peu au début, Ben Gurion ne voulait pas de Yom HaShoah, parce que Ben Gurion estimait, encore une fois, que l'État d'Israël avait été créé, que c'est un nouvel État avec des nouveaux Juifs qu'on était là pour construire, et pas pour pleurer, et pas tout ça, ça ne lui plaisait pas. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que tous les gens qui étaient autour de Ben Gurion, y compris lui-même, ont changé de nom. Il s'appelait Green, il s'appelait Ben Gurion. Pour ceux qui connaissent le Rav Ben Ilau, si ça vous dit quelque chose, le père de Ben Ilau ne s'appelait pas Lau, il s'appelait Lavi, Naftali Lavi, Zichrono Livracha. Et un jour... Et donc son oncle, il s'appelle par contre Lau, Israël Lau, c'est le grand rabbin. Et un jour, je lui ai demandé au Rav Lau, donc au fils de Naftali Lavi, je lui ai demandé, mais pourquoi tu t'appelles Lau, toi? Pourquoi tu t'appelles pas Lavi? Et il m'a répondu, parce que moi, je m'en fous de Ben Gurion. Alors c'est quoi l'histoire? C'est que Ben Gurion avait obligé les gens qui étaient dans son entourage, et encore plus les gens qui travaillaient dans le Mossad et ce genre de choses, de prendre des noms israéliens ou des noms... donc là où c'était un peu trop Ashkenaz, Shoah et compagnie, il fallait mettre là ou de côté et prendre la vie. Il fallait changer en la vie. Des dizaines et des dizaines de cas comme ça c'est des petites anecdotes, mais ça arrive également dans la grande histoire de l'État d'Israël. Donc à la base, alors il y a quand même une pression des gens qui lui disent « Non mais t'es gentil, mais on ne peut pas rien faire ». Alors il a dit « Ok, donc ce qu'on va faire, on ne va pas faire Yom HaShoah, on va faire Yom HaShoah ve'Gvura ». On va faire donc le jour de la Shoah et de la bravoure. C'est comme ça va être la solution. Alors ils ont dit ok. Alors quel jour? Il a dit Ghetto Varsha. Ils lui ont dit ah mais Coco t'es gentil, on peut pas. C'est le soir du Seder. Bon, alors ils se sont dit bon alors ça c'est pas possible. Et tout d'un coup ils se sont dit ah mais la révolte elle a duré combien de jours? Alors ça dure à peu près 4 semaines, un peu plus, 4 semaines et demie. Il a dit bon on n'a qu'à prendre un jour de la révolte, pas forcément le premier puisque c'est pas possible. Donc on n'a qu'à prendre un des jours de la révolte. Et comme ça, on pourra commémorer la Shoah et la Gvura. Donc Yom HaTzmaout, c'était pris. Après Yom HaZikaron, c'était pris aussi. Ok, Pessah, c'était pas possible le Seder. Après Chol HaMoed, on a autre chose à faire. La Mimouna et compagnie. Il n'y avait pas encore la Mimouna. C'est une blague. Il n'y avait pas encore la Mimouna à cette époque, puisque les Juifs d'Afrique du Nord n'avaient pas encore, on va dire, intégré cet événement, cette fête au calendrier juif en Israël. Et donc, ils sont arrivés à la fin sur la date du 27 Nissan. J'ai presque envie de dire presque par hasard, en fait. Ça, le 27 Nissan, ça aurait pu être le 26, ça aurait pu être le 28, etc. Il fallait plus ou moins que ça soit également lié à la Gvura d'après, c'est-à-dire à la résurrection d'Israël. Comme je vous ai dit, il fallait quand même qu'il y ait un but clair. Disent, ok, bon, on va parler de Shoah, mais à la fin, on veut que ça soit clair. Mais on aurait pu choisir autre chose. Alors une des choses également qu'on peut faire lorsqu'on parle d'études des faits, parce qu'il y en a tellement des faits, on ne peut pas non plus citer 500 faits, 500 dates, personne, comme on dit en ivri, tafasta meroubel ou tafasta, si tu enseignes trop, les gens ils vont oublier, etc. Alors tu peux proposer, quand tu es avec des groupes, tu leur dis voilà, peut-être que ici, le groupe ici, on aurait pu faire une activité maintenant, c'est des choses qu'on fait très souvent avec les jeunes et les moins jeunes quand on a le temps. On leur dit, ok, maintenant on va essayer de nous-mêmes de décider quel va être le jour de Yom HaShoah. Alors il y a plein de possibilités. On peut choisir le 30 janvier parce que Hitler a accédé au pouvoir un 30 janvier. Alors après, en date juive, c'est pas tellement important. Et là, le thème principal, ça sera le thème de la démocratie, etc. Ou alors on peut choisir le 10 mai, parce que le 10 mai, il y a eu les autodafés de livres en Allemagne, etc., etc. Alors très souvent, on fait ça avec les groupes. Okay, donc on présente 7, 8, 9, 10 dates. Okay, forcément, on explique un peu ce qui s'est passé, on explique un peu quel est le thème central, et à la fin, en fait, on fait une sorte de vote à la fin.
Alors ce qui est intéressant, ça aussi, 25 ans après, puisque comme je vous ai dit, j'ai commencé il y a 25 ans, je rencontre parfois des gens qui m'ont dit « Ah, tu sais, la semaine prochaine, c'est notre Yom HaShoah. » Alors ça me prend « Ah oui, c'est vrai, moi, je m'en rappelle, j'ai fait 100 fois ça. » Lui, il l'a fait une fois, mais moi, je l'ai fait 100 fois. Il me dit « Oui, quand on était avec mon groupe, etc., on avait fait le vote et on avait décidé que pour nous, le plus important, c'était le 20 janvier, parce que le 20 janvier, c'est le jour de la conférence de Wannsee où l'extermination a été planifiée par les nazis, etc., etc. » Donc ça également, en termes d'études de faits, on ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas tout lire. La Shoah, c'est quelque chose de très vaste, mais on peut quand même essayer de faire une partie des choses pour essayer de développer ce côté-là. Le maître en la matière, et alors ça, c'est très important parce que quand il est sorti le film, tout le monde a dit que c'était des bêtises, que c'était n'importe quoi, qu'historiquement tout était faux, c'est Spielberg. Le film de Schindler est un film qui est pratiquement juste historiquement à 100%. Presque tout ce qu'on voit dans le film est vrai. Tout, y compris le coup de la chambre à gaz avec l'eau qui tombe. Vous vous rappelez cette scène où il y a les femmes qui rentrent dans la chambre à gaz, elles sont persuadées qu'elles vont être mises à mort. D'ailleurs, ce qui est intéressant, et finalement, ce n'est pas du gaz qui tombe et c'est de l'eau, mais lorsqu'à Auschwitz, il y avait ce qu'on appelle la sélection, les gens qui étaient sélectionnés pour le travail prenaient une douche. Ils étaient véritablement désinfectés, prenaient une douche. Et ça aussi, parfois, ça c'est ce qui s'est passé en général dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Alors forcément, des fois, il n'y a pas eu ça, parce qu'il n'y avait pas d'eau, ok. Et pourquoi je vous raconte ça ? J'ai guidé une année avec une rescapée de la Shoah, avec une dame, et on rentre là-bas dans les douches, et je raconte qu'il y avait des douches, et qu'il y avait vraiment de l'eau qui tombait. C'était pas, là, on n'est pas dans une chambre à gaz, on est dans une vraie douche. Et dans cet endroit-là, les gens sont désinfectés avant d'aller au travail, après avoir été sélectionnés sur la rampe d'Auschwitz. Et là, la dame en question, dont je ne citerai pas le nom, qui est encore en vie, donc rescapée d'Auschwitz, hein, donc qui a, je sais pas, 40 ans de plus que moi. Excusez-moi l'expression, mais moi je suis un petit, je dirais pas la suite, mais je suis un rigolo à côté d'elle. Et là, elle dit « Mais t'as pas honte de dire des conneries, toi ?» Je dis « Bon, pourquoi ?» Elle me dit « Mais parce qu'il n'y a jamais eu de douche ici, on n'a jamais pris de douche à Auschwitz. » Maintenant, c'est possible qu'elle n'en ait jamais prise. C'est très possible. Moi, je raconte la macro. Moi, j'essaye de mettre un peu, de placer les idées dans les gens, ils ont tellement de choses dans la tête, j'ai essayé de mettre de l'ordre. Mais elle, dans son cas, elle n'a pas pris de douche. Alors forcément, dans ce genre de cas, ah oui, madame, vous avez raison, je me suis trompé. Tu parles, je me suis trompé. Je ne me suis rien trompé du tout, mais ce n'est pas très grave. En tout cas, Spielberg, lui, l'a très bien fait. Et forcément, aujourd'hui, dans les films qu'on voit, alors pas tous, mais les films, et alors dans la génération des écrans, encore une fois, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas venir maintenant et dire « Ah non, les écrans, on s'en fout, c'est pas intéressant, on fait comme si ça n'existait pas ». C'est également un des outils. Et alors, moi, je ne regarde pas encore tout. Moi, je suis encore loin de toutes les séries qui sortent sur ça. Je pense qu'en termes de films, j'ai pratiquement tout vu, peut-être pas en série, mais il y a tellement de choses qui sortent tout le temps que finalement, quelque part aussi, j'aurais presque envie de dire pourquoi pas. Alors, il y avait eu le débat à l'époque de, comment il s'appelait ce film avec le petit gosse, là, l'italien, là. La vie est belle. Alors là, ça, c'est romancé, par exemple, évidemment. Alors, il y avait eu ce débat de savoir oui ou non. Alors, encore une fois, on peut penser que c'est pas bon. Moi, je pense que c'est très bien, moi. Parce qu'encore une fois, il faut rester pragmatique. Si ça permet à des gens de se sentir concernés par le sujet, alors pourquoi pas ? Alors forcément, il y a sûrement des limites à tout. On va dire, oui, alors quelle est la limite ? Peut-être qu'il y a une limite. Il y a sûrement une limite, d'ailleurs. Je ne sais pas exactement quelle est la limite. Il doit y avoir une limite. Mais en tout cas, moi, lorsque j'avais vu La vie est belle, ça ne m'avait pas choqué dans le sens où je pensais que ça avait dépassé la limite. Et d'autres gens te diront, non, c'est insupportable, etc. Mais il faut dire la vérité, c'est que ce film-là, il a permis à des milliers de gens, peut-être plus que des milliers, à des dizaines de milliers de gens, de se sentir concernés, de s'intéresser à ce sujet-là. Et que sans ce film-là, peut-être que ça ne les aurait jamais intéressés à aucun moment. Comme Maus, lorsque Maus est sorti aujourd'hui, Maus, ça paraît normal pour tout le monde. Hein. Maus, c'est un bon exemple à l'époque. Pareil, c'était sorti, les chats, les souris, etc. Il y a des gens qui disaient, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui dit rien sur Maus. Aujourd'hui, c'est devenu normal à 100%. À l'époque, quand Maus est sorti, c'était effectivement, ça avait été également... Top. Alors encore un ou deux et on terminera. Un point supplémentaire, c'est ce qu'on appelle l'unicité de la Shoah. Alors il faut aussi comprendre que la Shoah est unique. Alors on n'est pas en train de faire le concours de savoir Miachim Misken, est-ce que le génocide des Juifs il est plus grave ou moins grave que les Tutsis ou que les Yougoslaves ou que les Arméniens. On ne rentre pas les gens. Malheureusement, l'humanité souffre
il y a des malheurs partout, mais il faut aussi savoir que la Shoah reste unique. Alors pourquoi la Shoah est unique ? Parce que la Shoah est le seul génocide jusqu'à aujourd'hui qui a été considéré par les oppresseurs, par les nazis, comme quelque chose de total. C'est-à-dire que la différence entre la Shoah, par exemple, et le génocide des Tutsis, c'est qu'à l'époque du Rwanda, les Tutsis qui n'habitaient pas au Rwanda n'étaient pas poursuivis par les Hutus, si je ne dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Si un Tutsi habitait à New York, un Hutu n'aurait jamais été à New York pour essayer de le tuer. C'était surtout lié au territoire. Dans la tête d'Hitler, il fallait tuer tous les Juifs. Tous. Peu importe où ils sont, comment ils sont, etc. Alors, une des preuves de ça, c'est ce que vous avez ici, c'est un des documents les plus connus de l'histoire de la Shoah. C'est tiré de ce qu'on appelle le protocole de la conférence de Wannsee. La conférence de Wannsee, il y a d'ailleurs un film qui sort en France, là je crois qu'il est sorti en Israël il y a quelques mois, qui s'appelle, je crois que ça s'appelle La Conférence d'ailleurs. Donc c'est le 20 janvier 1942 où les nazis n'ont pas décidé de la solution finale, ils l'ont organisée. C'est là en gros que Eichmann devient célèbre. Eichmann va recevoir ce jour-là les pleins pouvoirs pour organiser l'extermination massive par gaz. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'extermination par gaz, ou très peu. Il y avait par balle. Et c'est là que les nazis décident d'organiser de façon chitatite, comme on dit, de façon méthodique, l'extermination des Juifs et systématique. Et si vous regardez bien, les nazis estiment qu'il y a 5 millions de Juifs, c'est la dernière ligne en URSS. Mais si vous regardez un peu au milieu, vous avez Albanie, 200. C'est-à-dire que pour les nazis, les 200 Juifs en Albanie, c'est la même chose que les 5 millions de Juifs en URSS. Il faut arriver jusqu'aux derniers Juifs, y compris en Albanie. Alors un peu de finesse historique par rapport à ça, c'est également par rapport à la totalité. Ça aussi, je vais vous raconter c'est une sorte de recensement. C'est pas un vrai. C'est une estimation. C'est le travail qu'il faut faire en Europe, en tout cas en Europe et dans ses environs. Pourquoi dans ces environs ? Là aussi, je vous raconte des anecdotes, encore une fois, sur les questions de mémoire. Ça aussi, j'ai eu le droit une fois. C'est des choses qui font mal, mais bon, c'est pas grave. Avec le temps, on fait avec. J'ai eu le droit quelquefois. Oui, la Shoah, c'est un truc d'Ashkenaz. Bon, ok. Pourquoi pas ? Sauf qu'encore une fois, historiquement, c'est aussi faux. Alors, c'est faux parce qu'on sait aujourd'hui qu'au moins l'armée allemande est arrivée en Afrique du Nord. Les SS, un peu moins. Il y en a eu quelques-uns, on veut dire en globalité, les SS ne sont pas arrivés en Afrique du Nord et heureusement. Les Allemands sont, oui, arrivés en Afrique du Nord. Mais si vous regardez ici la France, c'est vers le... Alors, c'est un peu... Voilà, il y a deux lignes. Il y a une ligne où il y a écrit 165 000, vous voyez, et ensuite, il y a une deuxième ligne où il y a écrit 700 000. Ça fait 865 000. Il y avait combien de Juifs en France à l'époque ? 230 000. Alors, quoi, ils ont mal estimé ? Merci madame. 165 000, c'est ce qu'on appelle la zone occupée. Il y avait 165 000 en juifs occupés. En zone libre, il y avait 700 000 juifs, sauf qu'en zone libre, il n'y a jamais eu 700 000 juifs. Sauf que, en zone libre, plus l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et les colonies, ça faisait 700 000. Ça veut dire que dans le programme d'Hitler, les juifs d'Afrique du Nord, ils sont là. Mais là, vous avez le nom d'une dame qui s'appelle Arous Ninet. Alors, Arous Ninet, c'est la tante de mon beau-père. Donc, quand vous rentrez dans une famille de séfarades et que vous êtes un malade de Shoah, donc personne n'ose parler. Hein. On ne vous dit jamais rien sur rien. Parce qu'évidemment, Shoah. Et un jour, mon beau-père, il me dit bon, mais il faut juste que tu saches, hein, nous aussi. Je fais quoi, vous aussi? Il me dit nous aussi, chez les Benarous. Je fais quoi chez les Benarous? Il me dit chez les Benarous, on a de la famille qui est partie à Auschwitz. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est la majorité de la famille est venue en France dans les années 60, sauf qu'une grande partie est déjà venue dans les années 30. Et lorsque les premiers convois ont commencé à être embarqués par les nazis, forcément dans ces convois-là, les juifs qu'on prenait étaient essentiellement soit des juifs d'Afrique du Nord, soit des juifs d'Europe de l'Est. Ça revient au fameux débat de Zemmour. Juste une phrase sur ça, parce que les gens ont tellement parlé sur cette affaire-là de Zemmour qui a dit que la France aurait sauvé ou pas sauvé. Alors la vérité historique, elle est très simple. C'est que la France, Pétain, évidemment, n'a pas sauvé de juifs français. Il ne les a pas sauvés. Ce que oui a fait Pétain, c'est qu'il a fait une classification. C'est-à-dire qu'il a dit, OK, les nazis me demandent de livrer des juifs, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord livrer des juifs, entre guillemets, qui ne font pas de bruit, ceux que les Français ne veulent pas. Donc c'est qui que les Français non-juifs ne veulent pas? Donc les étrangers, donc les Polacs, l'Europe de l'Est et également l'Afrique du Nord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les 77 320 juifs qui ont été déportés de France, 90% d'entre eux n'étaient pas nés en France. Ils étaient français. Ils étaient français, naturalisés pour énormément d'entre eux.
mais pas nés en France. Ils n'avaient pas d'accent en tout cas. Ils n'étaient pas nés en France. Ben, ça ne veut pas dire... Maintenant, même les petits-enfants qui venaient de naître à Paris, qui avaient 8, 9 Les enfants, ils étaient nés en France. Et ils étaient français. oui, Bon. Zenachon Gam. En tout cas, c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire où ils étaient nés en France, mais de familles qui n'étaient pas nées en France. Mais en tout cas, 90%, c'était, on va dire, des gens, c'était pas ce qu'on appelait plus tard, ce qu'on appelait des Israélites. On va les appeler comme ça. Ce que les Juifs de France appelaient les Israélites. Maintenant, ça ne veut pas dire que Pétain les a sauvés. Hein. C'est tout simplement que pour pas avoir de scandale, en fait, dans son propre pays, parce qu'il ne voulait pas de scandale dans la rue, il a dit si on prend ceux-là, les gens ne vont rien dire, alors que si on prend les Israélites qui sont 10 générations en France, les gens vont me faire des ennuis. Donc je ne vais pas les déporter. Ça prouve d'ailleurs que s'il avait dit quelque chose, s'il avait pris d'ailleurs les Israélites, bah peut-être que la Shoah en France n'aurait pas eu lieu. Il y a un exemple comme ça, sur l'histoire qu'on dit tout le temps, elle est juste des nations, etc. Comme vous le savez, il y a une communauté qui a été nommée Juste des Nations en tant que communauté, c'est la communauté du Chambon-sur-Lignon, le fameux village en France qui a sauvé 5000 Juifs avec 5000 habitants protestants de cette communauté. Mais il y a un pays qui a été nommé Juste des Nations en tant que pays, le Danemark. Et pourquoi ? Parce que le roi, Christian X, n'a pas, comme on essaye de dire, porté l'étoile jaune, il ne l'a jamais portée, mais il a menacé de la porter. Et le fait que le roi Christian X ait menacé de porter l'étoile jaune, ça a permis le fait qu'il n'y a pratiquement pas eu... Il y a 196 juifs danois qui ont été exterminés pendant la Shoah et ils ne sortaient pas du Danemark. Ils ont été pris de façon un peu... Oui, mais ils sont partis... Oui, mais certains sont partis en Suède, certains sont... Mais c'est également sous la pression du roi également. C'est également lié à ça. C'est pas, pour pouvoir partir en Suède, il fallait également que les autorités les laissent aussi partir en Suède. Oui, mais les autorités auraient pu... ça aurait pu se passer un peu différemment. En tout cas, en tant que communauté, c'est également intéressant de le dire. Et ça veut dire aussi que si le monde ne s'était pas tu, les choses se seraient sûrement passées de façon également un peu différente. Alors ça vient prouver quoi forcément ? Encore une fois, et c'est très important pour la jeunesse, c'est de montrer que ça concernait tout le monde. Shoah, Ashkenaz, Sfarad, etc. Pour des raisons techniques, forcément, c'est les Ashkenazim qui ont été pris en majorité parce que les nazis n'ont pas eu le temps d'aller plus loin, mais s'ils avaient eu le temps, forcément, ça aurait continué. Et ça, on va passer ça. Il ne me semble pas. C'est que l'Europe. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait la Suisse et l'Espagne. Oui, parce que ça reste sur le territoire. Oui, parce que alors il y a des pays conquis et des pays pas conquis. Hein. Il y a toutes sortes de pays ici. La Suisse, par exemple. Je vois la Suisse, je crois que c'est ça. Ça, il y a 10 000 Suisses, c'est ça ? Estimé. Estimé. Alors, encore, on va dire deux. Alors, le fait du contexte. Un autre pilier, c'est également arriver à expliquer quel était le contexte de l'époque. Ça aussi, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent souvent que Hitler est arrivé et il a exterminé 6 millions de Juifs en 10 minutes. Sauf que ça a pris 9 ans. Il arrive en 1933. L'extermination, on va dire massive, commence en 1941. À l'été 1941, ça prend, on va dire, à peu près 8 ans. Maintenant, évidemment, il faut rappeler toujours que c'est venu sur un processus démocratique. Ça, on le sait, il a été élu. Hitler n'a pas volé les élections. Okay, il a d'ailleurs reçu un peu moins la deuxième fois que la première fois. Mais Hitler a été élu de façon démocratique. Et lorsqu'on parle de contexte, c'est très important de remettre dans le contexte et de dire que c'est possible. C'est tellement possible que lorsque Eichmann est capturé en 1961, certains diront pour la bar mitzvah de l'État d'Israël, hein, c'est les 13 ans de l'État d'Israël, où l'État d'Israël comprend, ou Ben Gurion comprend que on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer à faire comme si ça n'existait pas. Donc en 60, il donne l'ordre au Mossad d'aller retrouver Eichmann, il le trouve en Argentine, il l'amène en Israël. D'ailleurs, depuis, il n'y a plus de vol direct entre Buenos Aires et Tel Aviv. C'est le dernier vol direct qu'il y a eu entre Buenos Aires et Tel Aviv, c'était en 1961. Depuis, il n'y a plus eu. À cause de ça, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas contents, les Argentins, de cette histoire. Et Eichmann a été jugé ici à Jérusalem. Comment ça s'appelle là-bas ? Beta Hama. Yaoula Lulpan. Gérard Bachar, voilà, exactement. C'est le mot que je cherchais. Derrière cette fameuse cage de verre qui existe encore, hein, que vous pouvez retrouver au Muséum Locham Getaot. Elle est encore là-bas, la cage. Et dans le contexte,
d'abord, Eichmann a dit au tribunal, vous êtes gentil, mais il a été élu, Hitler, nous on n'a volé rien à personne. Et bien sûr, ça va encore plus loin. Lorsque le tribunal lui demande, le procureur, Gideon Hauser, qui fait une des plaidoiries les plus longues de l'histoire de l'État d'Israël, je ne sais pas, ça a duré 7 ou 8 heures, un discours qui n'en finissait plus. Et il lui a demandé, mais alors, quand ils lui ont demandé coupable ou non coupable, Eichmann dit non coupable. Et ils lui ont demandé pourquoi, il a dit pour 2 raisons. Je n'étais qu'un pion, moi j'ai rien fait, j'ai reçu mes ordres de quelqu'un qui a été élu, et moi j'ai tué personne. Eichmann a dit ça à la cour, il dit moi j'ai tué personne, moi j'étais chargé de mettre d'organiser des trains qui allaient d'un point A à un point B. Moi j'ai jamais tiré sur personne, jamais égorgé personne, etc., etc. Donc dans le contexte de l'époque, c'est aussi important de comprendre dans quel état d'esprit étaient les gens qui ont fait ça. C'est tellement important, et ça, je ne vais pas le montrer maintenant parce que ça dure 20 minutes, mais pour ceux qui ont envie de se rafraîchir la mémoire, vous reverrez ça, tapez sur YouTube Milgram Icom Icar. Ça, c'est une image qui est tirée du film Icom Icar avec Yves Montand sur l'assassinat de Kennedy, ce qu'on appelle la fameuse expérience de Milgram, où on comprend comment les gens peuvent obéir à l'autorité. Okay, je vous rappelle, il y a une sorte d'expérience fictive où en fait il y a du courant électrique, on fait venir un gars et on lui dit, le gars il est assis là et on lui dit, lui tu vas lui poser des questions, s'il répond tant mieux, et s'il répond pas tu lui envoies des décharges électriques et ça va améliorer sa mémoire. Et en fait il n'y a pas de courant, c'est pas vrai, lui c'est un acteur mais l'autre le sait pas, et on n'est pas du tout en train de vérifier la mémoire du gars, on est en train de vérifier combien l'autre est capable ou pas d'obéir au médecin. À l'époque, dans les années 60, lorsque Milgram fait cette expérience aux États-Unis, 62% des gens vont jusqu'à envoyer 450 volts. 450 volts, c'est mortel. Hein. Tu peux mourir sur 450 volts. Il y a quelques années, ils ont fait en France, ça c'est incroyable, sur France 2. Alors c'est jamais passé à la télé, ils ont fait la même chose avec la télé. Ça s'appelait le jeu de la mort. Ils ont fait venir des gens. Ils leur ont dit, on va faire un pilote d'une émission, on va faire un jeu télévisé où à la fin vous gagnerez de l'argent. Mais dans le pilote, il n'y avait pas d'argent en jeu. Et c'était pareil, donc il y a un gars qui est à l'intérieur qui souffre et l'autre qui lui pose des questions. 83% des gens, c'était il y a une dizaine d'années, ont été jusqu'à envoyer 450 volts. Et l'autorité, ce n'est pas des médecins, l'autorité c'est la nièce de Drucker, là, la mignonne à la brune, là, et, je crois Marie Drucker. Et elle est interviewée dans le documentaire et elle dit mais pourquoi il m'écoute ? La fille, elle devient complète. Elle dit mais pourquoi elle a une oreillette, forcément on lui dit quoi dire. Et tout ce qu'elle dit, ils font. 83% des mecs, ils vont jusqu'au bout. Et c'est l'autorité en fait de l'écran, l'autorité de la télé, etc., etc. Donc c'est pareil. Et sur ça, non, parce que c'est pas l'argent, parce que c'était le pilote de l'émission. Il n'y avait pas vraiment d'argent. Il dit on va faire, ça sera plus tard une émission, on fait des essais. C'était une expérience. C'était l'expérience de Milgram refaite. Sauf que l'autorité, ce n'est pas des médecins, l'autorité, c'est l'autorité de l'époque, c'est l'écran. Maintenant, tout le monde écoute les écrans, c'est le dieu moderne. C'est les écrans. 83% des gens ont été jusqu'à envoyer 450 volts. Pareil, vous faites YouTube, Milgram, France 2. Ça dure à peu près 1 heure le documentaire, mais c'est quelque chose d'incroyable à voir. De voir comment jusqu'à aujourd'hui encore, tous les mécanismes en fait, de l'époque, d'obéissance, etc., font qu'on peut arriver finalement à la Shoah. Alors forcément, pourquoi on parle de ça ? Parce que c'est aussi des questions que tout le monde pose. Mais comment il a fait ? Mais comment c'est possible ? En fait, c'est assez simple, en fait. C'est-à-dire que Hitler avait compris qu'il fallait morceler les responsabilités. Il y en a qui sont que des policiers qui arrêtent des gens, il y en a qui sont que des conducteurs de train, il y en a qui sont que des gardes de prison. Et effectivement, en haut de l'échelle, il faut prendre les plus cruels et eux extermineront les gens. Treblinka, 900 000 personnes assassinées en 13 mois. Par combien de gens ? 22. 22 SS. Alors techniquement, comment ça marche ? Tous les jours, vous avez un train ou deux, parfois 3. C'est des trains de 6 000 personnes qui arrivent, mais 2 heures plus tard, il n'y a plus personne qui est vivant. Donc on fait comme ça 1, 2 ou 3 trains. Au bout de 13 mois, ça fait presque 1 million de personnes qui ont été exterminées par 22 personnes. Ces 22-là, effectivement, c'est les plus cruels. C'est ceux qui sont prêts à tuer, à tout faire. Mais tous les autres, chacun a un degré moindre de responsabilité. Tov. Alors à terminer, ça, on ne va pas trop le faire. Ça, ouais. Ah, ça, je suis obligé de parler de ça, ou pas ? Ouais, je suis obligé de dire ça. Alors, vraiment, pour terminer, d'abord, ce que j'appelle la responsabilité collective.
finalement, lorsqu'on enseigne la Shoah à la fin, comme je l'ai dit avant, le but, c'est quand même d'enseigner aux gens qu'on doit se sentir responsable. Si on sort de cette salle et qu'on n'est pas un peu plus responsable, c'est que moi, je n'ai pas fait mon travail, ni de conférencier, ni d'éducateur, même un petit peu, c'est pas grave. Si lorsque je prends des gens à Yad Vashem, ils ne sont pas un peu plus responsables, ça veut dire que tu as échoué. Si tu prends des Chayalim en Pologne de Tsahal et qu'ils ne sortent pas plus responsables, tu as échoué. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Tsahal fait ça. Avant le Corona, il y avait 3 fois par an des délégations d'officiers de l'armée israélienne qui partaient en Pologne. Et ça, c'est très impressionnant à voir. Hein. C'est des délégations de 100 personnes en madim du matin au soir. C'est très émouvant d'ailleurs, c'est très fort. Mais le but, c'est également de transformer les gens qui sortent de là-bas encore plus. Ils sont déjà pas mal, hein, les gars, les ktsénim qui vont en Pologne, etc. C'est déjà pas des rigolos. Mais alors quand ils reviennent de là-bas, les gars, ils sont remontés à bloc pour encore 10 ans. Là, ils vont signer. Tu veux pas leur faire signer encore 10 ans. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et ça apparaît aussi dans les sources. Vous vous rappelez, à la fin de Schindler, il lui donne une bague. Ouais, il lui arrache la dent en or à la dame, puis ils font. Alors, il a perdu cette bague d'ailleurs. Alors, ils lui ont refait. Et ils lui écrivent ça sur la bague. C'est écrit en rouge. C'est tiré donc de Masechet Sanhedrin, du Talmud de l'Agmara. Donc, pour t'enseigner en fait que celui qui détruit une seule vie humaine, l'Écriture considère qu'il a anéanti un monde entier. Et celui qui a sauvé une seule vie humaine, l'Écriture considère qu'il a sauvé un monde entier. C'est ce qu'ils lui écrivent, etc. Ce qu'on lit moins souvent, c'est la fin du même texte. Alors, je vous passe tout le texte, en fait, où on explique là-bas comment il faut traiter les témoins. Il faut dire aux témoins qui vont témoigner sur un homicide que c'est très très grave, parce que ce n'est pas comme le vol. Le vol, il suffit de rembourser. Dans un homicide, si tu témoignes que la personne a tué, ben la personne qui a tué, elle peut être mise à mort. Donc il ne faut pas faire le malin. Peu importe. Et à la fin, la Gemara termine, le Talmud termine sur ces mots-là, ce qui est écrit ici en bas en jaune. C'est pour cela que chacun a le devoir de se dire que le monde a été créé à son intention. Et gardez-vous de penser qu'avons-nous à faire de tous ces ennuis. Si tu arrives à la fin du truc et que tu dis c'est pas mon problème, etc., ben, tu n'as rien compris. Peut-être penserez-vous qu'ai-je à faire d'être responsable du sang de cet homme. Et la Gemara dit bien que tu es responsable du sang de cet homme et bien plus que ça. Parce que si tu le tues, il n'aura pas de descendance et c'est terminé. Et si tu le sauves, eh ben, derrière, il y aura des dizaines et des centaines et des milliers de descendants, etc. etc. J'étais obligé. Alors quand on parle de responsabilité collective, donc c'est quand même important de citer qu'il y a quelques personnes dans cette salle qui n'auraient pas été là ce soir, sans les 2 personnes que vous voyez ici au centre, cette dame-là donc, et ce monsieur-là, avec le chapeau, qui sont des gens qui s'appelaient Monsieur et Madame Mermet, qui habitaient la ville de Grenoble, et qui ont été honorés du titre des Justes des Nations, d'ailleurs très tard, dans les années 1980. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 semaines encore, Joël était à une cérémonie en France, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens encore qui sont honorés du titre des Justes des Nations. Alors pourquoi ? Parce que ça a pris du temps, que quelqu'un témoigne et qu'on prouve et qu'on vérifie, etc. etc. Mais voilà, c'est pas des mythes, ça. Il y a des gens qui ont vraiment fait ça. Alors encore une fois, quand on est dans cette salle, on sait que ça existe, etc. etc. Quand vous parlez à des gens jeunes ou plus jeunes, ils pensent que c'est pas possible, que ça n'a pas existé. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer non pas cette dame, parce que quand elle est morte, je n'étais pas encore en vie, mais j'ai rencontré sa petite fille, et je lui ai demandé quand même, quand je l'ai rencontrée, elle avait au moins 80 ans déjà, la petite fille, et je lui ai quand même demandé, mais pourquoi ? Elle m'a dit, mais pourquoi quoi ? Je lui ai dit, pourquoi vous avez fait ça ? Elle me dit, je sais pas moi, c'est normal. Je sais pas, on n'aimait pas les Allemands. Elle ne savait même pas quoi me dire en fait. Qui a d'autres sur la photo ? Qui a d'autres levez la main, ceux qui sont sur la photo. Non, il y en a. Oui, ils sont là. C'est mon père et ma tante. Ton père ? Ton père là ? La petite fille ? La petite fille, c'est ma tante. La petite avec les skis ? C'est mon neveu. Bon, les grands skis avec la luge. Attends, et les grands derrière, c'est qui ? Notre grand-père. Le grand-père et la grand-mère. Mon grand-père et ma grand-mère. Et mon oncle, le petit garçon avec les épaules. Le papa d'Ariel. Et ma maman. Voilà. Incroyable. Et là, on voit la relation de la première photo de la soirée. Alors, pour vous montrer comment la vie est folle, là, pour montrer comment également... le ski, oui. Des fois, l'histoire s'emballe, comme on dit. Donc, je sais pas, quelques années après, donc, mon papa a fait sa bar mitzvah, et puis là-bas, je sais pas, il y a 2 photos de cet événement, ou 3 photos. Et puis, il y a des gens autour d'une table, en fait.
pas, il y avait 20 personnes à cet événement, évidemment, les Mermé étaient invités. Ça faisait partie de la famille. Et de très nombreuses années plus tard, c'est ce qu'on appelle le destin du peuple juif. Bon, dans mes fonctions de directeur de l'agence juive, j'ai malheureusement eu affaire à l'histoire de l'attentat à Toulouse. Ça, c'est encore une autre histoire que je ne raconterai pas ce soir, ce n'est pas le sujet. Et je connaissais très bien, en fait, Jonathan Sandler, qui a été assassiné à Toulouse. Je le connaissais parce qu'il était dans un projet que j'avais organisé aussi sur l'enseignement de la Shoah. Il était également passionné de ce genre d'histoire. De Versailles. Et j'ai découvert bien après que son grand-père, en fait, avait été le traiteur de la bar mitzvah de mon père. Et ça qui me l'a dit, c'est son père à Jonathan, Zichrono Livracha, donc Samuel, qui m'a dit une fois, mais dans toute sa simplicité, il me dit mais toi, la bar mitzvah de ton père, c'est mon père qui l'a fait. Ah bon, d'accord. Donc ça, c'est dans sa tout naturel. Tout naturel, tout va bien. Alors la dernière chose, parce qu'on va terminer. Qui était le rabbin. Il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent. Alors c'est une des choses dans mes recherches tout au long des années. Comme vous avez peut-être remarqué dans cette discussion, j'ai essayé également de dire des choses un peu plus parfois un peu plus piquantes, plus intéressantes, plus pertinentes, etc. J'ai parfois cherché des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Ce rabbin, il s'appelle le Rav Oshri. Le Rav Oshri, qui était sur la photo, il a peut-être l'air d'un peu plus, il devait avoir une trentaine d'années pendant la Shoah. C'était ce qu'on appelle un rabbin lituanien, un génie de halakha, qui habitait à l'époque déjà à Varsovie, dans le ghetto de Varsovie, et qui était ce qu'on appelait à l'époque des poskim de la ville de Varsovie d'avant-guerre. Et pendant la guerre, forcément, les gens lui posaient des questions. Il a sorti de ça, il répondait. Il a aussi survécu à la guerre, après il est parti aux États-Unis, et il a sorti un livre avec en fait toutes les tchouvot qu'il avait écrits pendant la Shoah. Maintenant, non, ça c'est le Rav Taïrtel, c'est un livre de plus de pensée juive, on va dire. Ça c'est un vrai livre de halakha. Les gens lui ont demandé est-ce qu'on a le droit de manger du chametz à Pessah ? Alors il répond forcément oui, et il explique pourquoi oui, le Diyun Khati. Et en fait, l'immense majorité des choses sont des choses évidentes. Ça veut dire, lui, évidemment, dans sa force, il écrit 5 pages de ce qu'on appelle le Diyun Ilchati pour expliquer son responsa et sa réponse. Mais on va dire que la majorité des questions qui sont posées, je pense qu'en ayant un minimum de notions de judaïsme, n'importe qui ici aurait pu au moins donner la réponse. Voilà. Est-ce qu'on peut manger du cochon si on n'a rien mangé depuis 3 semaines ? Alors oui, et puis des fois c'est non, bon, il explique, etc. Bon, très bien. Il y a dans ce livre 2 choses qui sont stupéfiantes. D'abord, il y a des questions stupéfiantes. Il y a des gens qui lui demandent, il y a un gars à un moment qui lui demande, il lui dit, bon, moi je ne survivrai pas, parce que ça ne le fait pas, je ne suis pas adapté, j'ai compris comment on survit, ça ne va pas le faire. Il lui dit donc, je vais mourir, je ne sais pas quand, mais je vais mourir. Le jour où je vais mourir, quel bracha je dois faire ? Alors là, tu te dis, les gars, est-ce que je dois faire Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al kiddush Hashem ? Ou est-ce que je dois faire Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu le kadesh et Hashem ? Maintenant, ilchatiquement, ça change. Je ne vais pas vous faire la réponse, mais tu te dis, il y a des gens qui ont la présence d'esprit de poser des questions, ça paraît incroyable, et lui se sent une responsabilité de répondre à la question. Et puis il y a un moment, une question dans le livre qui paraît aussi assez simple, et la réponse elle est extraordinaire, et on terminera sur ça. Un jour, il y a un gars qui lui a demandé, est-ce que dans le ghetto, dans les maisons, on doit mettre ou non une mezouza ? Bon, maintenant, quand tu lis ça et que tu étudies la Shoah, question peut-être même moins forte que ce qu'il faut manger du chametz ou manger du cochon, ça paraît moins fort. Et tu dis, il va leur dire oui. Enfin, je sais pas, ça me paraît évident, pourquoi pas d'ailleurs. On ne comprend même pas pourquoi non, en fait. Alors pourquoi pas ? Celui qui pose la question, pourquoi il pose la question ? Parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il y a des situations qu'on ne doit pas mettre de mezouza. Par exemple, dans les toilettes, on ne met pas de mezouza. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un endroit respectable où on met de mezouza. Donc en fait, la personne qui lui pose la question, dans sa tête, elle se dit le ghetto, c'est dans un état tellement sale, avec les maladies, les épidémies, etc. Peut-être qu'il ne faudrait pas mettre de mezouza. Alors on va lire la réponse et on terminera sur ça. Alors la question était de savoir
si les logements du ghetto avaient besoin de mezuzot. Puisqu'il était impossible d'entrer ou de sortir du ghetto à l'insu des Allemands et que celui-ci était entouré de barbelés, de gardes armés, de mitrailleuses qui empêchaient de s'approcher de la clôture des habitants du ghetto, étaient ni plus ni moins des prisonniers. La question était donc, la cellule d'une prison est-elle soumise à l'obligation de la mezouza? Ou a priori on peut répondre non. Mais disons que le bon sens, a priori, ça aurait te dire, dis-leur oui, ça les fait kiffer d'avoir une mezouza. Enfin, je dis ça de façon un peu jeune et un peu vulgaire, entre guillemets. Mais si ça peut leur donner un peu de force d'avoir une mezouza, pourquoi tu vas leur dire de ne pas mettre une mezouza? Dis-leur de mettre une mezouza. C'est-à-dire que, je pense, évidemment, moi je ne suis pas rabbin, mais je pense que lorsqu'on est un peu éducateur et qu'on veut donner de la force à des gens et qu'il y a quelqu'un qui dit, est-ce que je dois mettre la mezouza? Tu sais quoi, dis-lui de mettre la mezouza, parce que si toute sa vie, lui, il a la mezouza et même que tu dis de ne pas la mettre, ça peut être compliqué pour lui pour la suite. Il peut perdre la émouna, il peut perdre la foi, il peut perdre l'envie de vivre, etc. etc. Alors dis-lui de mettre la mezouza. Alors ce qui est fort, c'est qu'il va leur répondre non, mais pas pour la raison qu'on croit. Et ça, c'est, à mon avis, assez phénoménal. C'est un peu long, mais on va vraiment terminer sur ça. Je vais lire. Et... Alors, il répond comme ça. Les chambres du ghetto étaient surpeuplées, la vie était insupportable, les lits étaient les uns sur les autres. De telles pièces ne peuvent être considérées comme des logements normaux d'une résidence permanente. Alors, pourquoi c'est important? C'est très important ça, rappelez-vous, parce qu'il y a une autre question qui se pose dans la halakha lorsqu'on parle de la mezouza, c'est est-ce que c'est une résidence permanente ou pas permanente. Par exemple, lorsque vous allez à l'hôtel, en Chutz La'aretz, vous n'allez pas foutre une mezouza sur la porte. Enfin, il y en a peut-être qui le font. Ni sous la souka, il y a fait. Ni sous la souka. Pourquoi? Parce que c'est haraï. Ce n'est pas un logement fixe. Donc, tu n'es pas obligé de mettre la mezouza. Alors, vous allez voir pourquoi c'est important par la suite. En Israël, il y a des mezuzot? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Il a fait. Je me rappelle. Chez la Tova. L'Oda. Je demanderai à... J'avais un pote qui était gardien de prison, on va lui demander. Ok, dès lors que si on nous avait laissé le choix, chacun aurait quitté les lieux le plus vite possible. Ces habitations étaient sans aucun doute des résidences temporaires. Une mezouza à l'opposé est requise seulement pour une résidence permanente. C'est pourquoi une souka ne requiert pas de mezouza. Et là, je pense que c'est le point central de ce qu'il essaye de dire, et je pense que c'est assez extraordinaire. Plus encore, les Allemands prenaient chaque jour des prisonniers du ghetto pour les tuer. Personne ne savait quand son tour allait venir. Chaque jour, les gens se disaient l'un à l'autre, à bientôt dans l'autre monde. Vous me passerez l'allemand. C'est pas Ziderzen, c'est Wiedersehen. Toda. On corrigera. Parce qu'ils ne savaient pas ils ne savaient pas s'ils allaient se revoir de leur vivant. Une plaisanterie classique disait « Nous ne sommes que des morts en sursis ». Voilà à quel niveau de précarité nos vies étaient réduites. Sans l'ombre d'un doute, les habitants du ghetto étaient temporaires. Je décidai donc que ces chambres et appartements n'avaient pas besoin de mezuzot. Donc je vous explique à quel point c'est visionnaire d'écrire ça et à quel point c'est, quand on parle de résistance, à quel point ça c'est de la résistance. L'immense majorité des gens, et on terminera sur ça, disent aujourd'hui que la Shoah s'appelle la Shoah. Maintenant la Shoah, c'est un mot biblique qui veut dire catastrophe. En français, on disait holocauste, etc. Et puis ça a été retiré du jargon. Aujourd'hui, plus ou moins tout le monde dit Shoah. Maintenant, comme vous le savez, il y a un commentateur très connu qui s'appelle Rashi, donc rien à voir avec la Shoah, 1000 ans avant, qui, lorsqu'il a des mots dans la Bible qu'il ne comprend pas, enfin qu'il comprend mais qu'il ne sait pas expliquer, il les explique en français. Et lorsque le mot Shoah arrive dans le Tanakh, Rashi écrit comme ça, brouillard belaz. En français, en langage des idolâtres, brouillard. Maintenant, évidemment, Rashi ne peut pas savoir ce qui va se passer plus tard, etc. Mais toute la période de la Shoah, c'est un immense brouillard. Ça veut dire que les gens ne savaient pas. Nous, aujourd'hui, on vient 70 ans après, 75 ans après, Yom HaShoah, etc., les 80 ans de la révolte du ghetto, on explique, etc., comment ça s'est passé, comment ça s'est fini, etc. Pendant la guerre, les gens ne savaient pas. Maintenant, dans le ghetto, la meilleure chose à dire, sûrement au niveau éducatif, je répète, c'est de leur dire de oui mettre la mezouza, parce que ça peut leur donner, etc. Le problème, c'est que le Rav Oshry se dit, si je leur dis ça, si je leur dis qu'ils mettent la mezouza, ils vont comprendre de moi que c'est une résidence permanente et qu'il n'y a pas d'étape après. Ça veut dire que nous avons vécu la définition des Juifs, on a été définis comme Juifs, on a été spoliés par les nazis, on a été concentrés par les nazis. À cause de moi, ils risquent de penser que ça va s'arrêter là, qu'il n'y a pas derrière d'extermination et qu'effectivement, ça ne sert à rien de tenter quelque chose. Et le Rav Oshry dit, moi, je ne veux pas être responsable de ça. Moi, je dois être capable de leur dire, ça peut aller encore plus loin, on peut être exterminé.
Et donc, à partir de là, sachez que peut-être qu'il ne faudra pas mettre de mezouza. Alors, comment il le savait ? Lui aussi, il est dans le brouillard. Lui aussi, il ne sait pas qu'il va y avoir des chambres à gaz, etc. Alors, comment il le savait ? Parce qu'il est lituanien. Et qu'en Lituanie, il a entendu qu'il y avait la Shoah par balle. Lui, il habite déjà à Varsovie. Mais il a entendu que dans les pays baltes, il y a effectivement des gens qui se baladent et qui exterminent les juifs les uns derrière les autres par balle. Donc lui, il comprend, il fait partie des rares personnes qui comprennent que ça va aller plus loin. Le plus connu d'entre eux qui avait compris, c'est un gars qui s'appelle Abba Kovner, qui le 1er janvier 1942, qui était un jeune de la Shomer Hatzaïr, qui a été le premier à dire il faut prendre les armes et il faut aller combattre les nazis et ne pas aller comme des moutons à l'abattoir. C'est venu de lui, c'est aussi d'ailleurs une expression biblique, mais c'est lui qui prend cette expression, les moutons à l'abattoir, en leur disant il ne faut pas qu'on aille comme des moutons à l'abattoir. D'ailleurs, il va prendre la chose tellement au sérieux qu'il va survivre à la guerre et qu'il va créer après la guerre ce qu'on appelle les Nokmim, c'est-à-dire les vengeurs, c'est-à-dire tout ce groupe de gens qui se baladaient en Europe et qui allaient zigouiller les nazis, et ils en ont tué plus d'un. C'était des jeunes comme ça, ils prenaient les gars, ils leur faisaient croire qu'ils étaient ils se déguisaient en soldats britanniques, ils leur faisaient croire qu'ils allaient les interroger, et ils les zigouillaient les uns derrière les autres. Et c'est eux qui ont également appris comme projet d'empoisonner les eaux en Allemagne pour tuer 6 millions d'Allemands, projet qui, heureusement, n'a pas abouti. Mais la force ici du Rav Oshry, c'est de venir dire, voilà, sachez que moi, je ne peux pas, sous mon autorité, dire aux gens que c'est la dernière étape et qu'il ne va pas y avoir derrière d'étape d'extermination. Maintenant ça, comme vous l'avez vu au début, votre prénom, madame ? Routi, comme a vu Routi, lui, c'est pas Rambo 4, le gars, il n'est pas là avec des armes en train de... Il ne fait pas partie des héros de la révolte armée du ghetto de Varsovie, mais il fait complètement partie de ce qu'on appelle les résistants de la Shoah. Maintenant ça, c'est avec le temps, il y a 50 ans, si on avait dit que le Rav Oshry était quelqu'un qui était un résistant, on vous aurait rigolé au nez. Aujourd'hui, dans tous les enseignements de la Shoah, on parle non pas de la Hitnagdout, donc de la résistance, mais on parle des Hitnagdouyot, des résistances, Korchak avec les enfants, le Rav Oshry avec la Torah, évidemment les combattants dans le ghetto, etc. etc. Voilà. Alors tout ça sur un dernier classique, puisqu'on a parlé de responsabilité, ça c'est un grand classique, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne mange pas de pain, on va dire, de terminer sur ça. En hébreu, ça se dit Achayut, ça commence par Aleph, valeur numérique 1. Donc la responsabilité, ça commence par chacun. Ensuite, c'est le Ach, il faut savoir être responsable de son frère. Ensuite, si vous voulez être responsable, il faut être responsable de l'autre. Ça, c'est déjà plus compliqué. Après, il faut être capable de donner l'exemple. Acharai, ça, les soldats, les officiers de l'armée israélienne savent le faire parfaitement. Ensuite, il faut également... Ah ouais, d'accord. C'est pas grave, ça marche pas. Après c'est Acharav, c'est-à-dire vous venez... Moi, aujourd'hui, j'ai fait ce que j'ai fait, bien ou pas bien. Les gens vont sortir. Si, encore une fois, ça a quelque part transformé certains, tant mieux, mais il faut être capable de ce qui va se passer derrière lui, Acharav, pas simplement Acharai après moi, mais après celui à qui j'ai transmis, est-ce que lui également, il va être capable de transmettre aux autres ? Et c'est la beauté de la langue hébraïque. Comme on disait quand j'étais jeune, le compte est bon. Ça termine par la lettre Tav. On a commencé par le Aleph, on a fini par le Tav. Et c'est comme ça qu'on crée également, grâce à la journée du Yom HaShoah, la Achayut ou la responsabilité, chose, à mon humble avis, qu'on a énormément besoin ces derniers temps en Israël pour le bien du peuple juif et de la société israélienne. Toda Rabba. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.